Nous nous retrouvons donc pour la 3e session plénière du congrès du RIOD. La dernière sera aujourd'hui de 16 h à 18 h. Ça sera la session de clôture sur commun numérique et transition. Donc le RIOD et l'université Sorbonne Paris Nord est très heureuse d'accueillir dans cette session les travaux de la chaire comptabilité écologique. Et je passe la parole à Aurélien qui va donc introduire votre session. Et bien sûr, le RIOD vous remercie d'avoir pris en charge l'animation de cette session. Merci beaucoup Corinne et merci beaucoup à toutes et tous d'être présents ici. Donc aujourd'hui, on va parler, enfin ce matin, on va parler donc de comptabilité environnementale. Donc c'est une matinée qui va se dérouler en 2 parties. Une première partie avec nos 3 intervenants ici qui vont nous présenter la comptabilité écologique à 3 niveaux. Donc au niveau d'un territoire, plus précisément au niveau d'un écosystème, au niveau des organisations et au niveau de la comptabilité nationale. Donc avec nos 3 intervenants qui sont ici, donc dans l'ordre Clément Féguer, qui est maître de conférence à AgroParisTech et qui est également co-directeur scientifique de la chaire comptabilité écologique sur l'axe écosystème centré. Nous avons Alexandre Rambaud, qui est maître de conférence à AgroParisTech, chercheur au CIRED, également co-directeur scientifique de l'axe organisation, donc comptabilité des organisations, et également co-directeur de la chaire comptabilité écologique. Et enfin, Roll Levrel, directeur scientifique de l'axe comptabilité nationale et co-directeur également de la chaire comptabilité écologique, professeur à AgroParisTech et chercheur au CIRED. Alors avant de parler un petit peu des différentes méthodes, des différentes approches de comptabilité écologique qui sont développées, qui sont portées au niveau de cette chaire à ces différentes échelles, nous allons d'abord introduire cette session et nous avons la chance d'avoir ici parmi nous Sylvie Bénard, qui est la présidente de la Fondation AgroParisTech qui porte cette chaire. Et donc, je t'invite à introduire cette session. Merci Sylvie. Merci beaucoup Aurélien. Merci au RIOD de cette invitation. Bonjour à tous ceux et toutes celles que je n'ai pas encore eu le plaisir de saluer. Alors, je vais rapidement vous brosser le paysage de la Fondation AgroParisTech et après faire un focus sur la chaire de comptabilité écologique. La chaire AgroParisTech a été créée il y a 10 ans et avec une mission qui était de faire émerger des talents et des expertises au service d'une humanité dont vous savez tous qu'elle est confrontée à d'immenses défis actuellement. Elle est ancrée au cœur de la rigueur scientifique d'AgroParisTech et ses fondateurs sont AgroParisTech, bien sûr, l'association des alumni et la maison des ingénieurs agronomes. Elle s'adresse aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs, au personnel administratif, aux alumni, à toute personne qui fait partie de la grande communauté AgroParisTech. Ces objectifs sont de révéler, accompagner, fédérer, financer des talents, des porteurs de projets, de solutions face aux enjeux qui sont nourrir le monde, assurer la santé pour tous, préserver l'environnement, préserver la biodiversité. Elle apporte une boîte à solutions pour donner à chacun les moyens d'agir. Expertise du réseau scientifique, mécénat de compétences avec divers partenaires de tous ordres, mécénat financier, label de la Fondation, source de crédibilité et levée de fonds défiscalisés. Elle a développé 4 axes différents d'intervention. L'initiative S'engager pour développer l'esprit solidaire et responsable des étudiants, des experts en devenir ou d'experts déjà actifs. L'initiative Apprendre, qui va permettre aux étudiants en difficulté financière ou personnelle de devenir sereinement des professionnels engagés. L'initiative Entreprendre, qui donne des clés à chacun pour oser innover en équipe vers des projets solidaires, d'intérêt général, ouvertes au-delà d'AgroParisTech, c'est-à-dire que les équipes, il faut qu'il y ait un AgroParisTech, mais évidemment, il y a plein d'autres universités, d'autres structures, d'autres ONG qui sont partie prenante dans ces travaux. Et enfin, les chaires partenariales qui sont co-construites avec des acteurs complémentaires, qui sont des espaces de dialogue neutres et rigoureux, sans enjeux politiques ni économiques, pour atteindre des ambitions que personne ne pourrait faire tout seul dans son coin. Il y en a 7, agriculture urbaine et services écosystémiques,
alimentation durable, transition territoriale, numérique au service du monde agricole, filière emballage responsable, filière cosmétique et bien sûr comptabilité écologique. La Fondation a fait ses preuves en 10 ans. Elle a soutenu plus de 800 personnes, elle a convaincu 72 partenaires de tous horizons, services de l'État, ministères, collectivités, entreprises, ONG, autres fondations. Elle a collecté plus de 8 millions d'euros au service des programmes et des projets. 66% des projets qui ont été soutenus, qui se sont transformés en start-up, existent 3 ans après, ce qui est assez remarquable dans le monde des start-up. Une fois ce paysage de la Fondation généralement posé, faisons la focale sur la chaire de comptabilité écologique. Alors, sa vocation est de développer, modéliser, expérimenter, promouvoir des formes de comptabilité exigeantes, intégrant la nature au même niveau que la finance dans le bilan, pour les acteurs économiques, pour les territoires, pour l'État. Elle a su réunir des partenaires complémentaires pour mener des recherches et des formations avec plusieurs ambitions. Évaluer les coûts des actions nécessaires pour l'atteinte d'objectifs écologiques, faire reconnaître l'importance des entités naturelles et instaurer une obligation de préservation, prendre en compte les impacts que la société fait porter sur l'environnement, concevoir un langage commun pour initier un dialogue entre acteurs différents, et enfin, faire émerger de nouvelles sources de revenus en repensant notre rapport à la nature. Ce sont de très nombreux partenaires qui sont associés. Alors, je vais les citer un, évidemment, pour les remercier, et deux, pour que vous voyez la variété. L'Agence française de développement, CDC Biodiversité, LVMH, Cœur d'Essonne, Groupe Rocher, Compta Durable, CDC Recherche, le Conseil supérieur et le Conseil régional d'Île-de-France, l'Ordre des experts comptables, non, Conseil supérieur et Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, Ministère de la Transition, Institut Louis Bachelier, Dames à la Licorne, Office français de la biodiversité, Sésame, le port autonome de La Rochelle, l'Université de Paris-Dauphine, l'Université de Reims Champagne-Ardenne, Vertigolab, le WWF, Arkéa Crédit et Mutuelle Asca. Le résultat est là. La chaire est présente dans une dizaine de réseaux et instances nationales et internationales. 13 thèses de recherche ont été lancées, sans compter chaque année de très nombreux séminaires, colloques et formations de tous les acteurs concernés. Quels sont ces fondements ? La préservation des capitaux naturels s'impose comme une priorité absolue. C'est pourquoi la chaire est basée sur la soutenabilité forte, à savoir que les capitaux naturels ne peuvent se substituer à d'autres formes de capitaux et les dégradations de la nature ne peuvent être compensées par des créations de richesses supplémentaires. Face à l'urgence, seuls des instruments réellement transformatifs délivreront des résultats. La chaire travaille en particulier avec le modèle de comptabilité CARE, qui intègre de manière financière et biophysique cette vision de soutenabilité forte dans les stratégies, les modèles d'affaires et les tableaux de bord des entreprises. Elle vise, nous l'avons vu, à travailler sur des organisations et notamment des entreprises, mais simultanément sur la comptabilité écosystémique, la comptabilité nationale, permettant une articulation entre ces niveaux et ces approches différentes, et ainsi créer un dialogue entre différentes disciplines, comptabilité, économie, gestion des écosystèmes. Les comptabilités écosystémiques centrées ont pour finalité d'opérationnaliser la préservation du capital naturel de nos territoires, tout en reconnaissant la diversité des enjeux écologiques concernés et des contextes d'action. Ce champ récent de recherche et d'innovation s'appuie en particulier sur un dialogue interdisciplinaire entre comptabilité et sciences de la conservation et sur l'expérimentation d'un modèle comptable conçu spécifiquement pour équiper la gestion interorganisationnelle des écosystèmes. Les travaux sur la comptabilité nationale veulent apporter une réponse aux constatations que les principaux indicateurs de richesse apparaissent incapables de refléter les évolutions des enjeux écologiques de nos sociétés. Au-delà des travaux de recherche, elle a aussi comme ambition de sensibiliser, de convaincre de l'importance de la comptabilité dans la transition écologique et sa capacité à intégrer la durabilité forte. Enfin, elle se veut une plateforme d'échange, d'animation, de communication pour tous les acteurs intéressés par la recherche sur ces enjeux et participe, je l'ai déjà dit, à de très nombreux réseaux. Et vous êtes tous les bienvenus pour échanger avec ces messieurs sur le sujet de la chaire de comptabilité écologique.
et merci pour tout ce qu'ils font depuis la création de la chaire. Merci à tous. Merci beaucoup Sylvie, je t'invite à rejoindre nos intervenants. Alors on a parlé de comptabilité écosystème centré, alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous se demandent de quoi il s'agit. Clément, si tu veux commencer à nous dire un peu de quoi ça parle, à quoi ça sert, à quels enjeux est-ce que cela peut répondre. Merci Clément. Bonjour à toutes et tous. Donc, merci beaucoup Aurélien, merci Sylvie pour cette introduction. Alors effectivement, moi je vais essayer de brosser un tableau assez bref de ce programme de recherche en fait en comptabilité écosystème centré qui, comme l'a rappelé Sylvie, est assez émergent à la fois en recherche en comptabilité et puis dans le champ de la gestion de l'environnement. Alors, ce que je voulais faire pour cette intervention, c'est revenir un petit peu au point de départ. Pourquoi est-ce qu'on est allé chercher ce concept un peu, disons pas très sexy de la comptabilité pour parler en fait et pour essayer de traiter des enjeux de gestion des écosystèmes. Alors le point de départ, c'est évidemment les problèmes écologiques en fait, qui se multiplient sur les territoires. Ici, c'est la mer qui monte en Camargue et qui menace l'équilibre eau douce, eau salée dans les lagunes et qui menace un certain nombre d'habitats d'oiseaux et les habitats et les milieux semi-naturels. Là-bas, c'est la montagne, les glaciers qui fondent, l'enneigement qui diminue, des stress hydriques qui apparaissent, la roche qui s'effrite. Et puis des revenus économiques aussi, une économie de la montagne qui est à repenser. À d'autres endroits, vous avez les conflits qu'on a pu observer ces dernières semaines autour de la répartition des prélèvements d'eau pour l'agriculture, mais aussi du coup pour les milieux. La question étant de savoir ce qui reste pour les milieux naturels. Donc tous ces problèmes, plutôt que d'être uniquement des problèmes scientifiques ou techniques, qui peuvent être posés en ces termes évidemment, mais ça ne suffit pas, sont des situations qui suscitent des nouvelles préoccupations, des matters of concerns, comme aurait dit Bruno Latour, qui sont situés et qui sont plus ou moins partagés entre de multiples organisations qui constituent en fait des formes de nouvelles communautés d'inquiétude autour de la préservation de cette biodiversité, de ces milieux naturels. Communautés d'inquiétude, pour reprendre dans le prolongement des communautés d'enquête chères aux pragmatistes, et qui font face du coup à des enjeux qu'ils considèrent comme existentiels. Donc ces problèmes, ils mettent en effet en lumière de manière parfois très crue nos interdépendances aux écosystèmes naturels, à leur bon fonctionnement, et aussi les interdépendances entre acteurs, entre organisations qui apparaissent au grand jour quand les écosystèmes naturels dont leurs activités dépendent ou auxquels ils tiennent se dégradent ou se raréfient et qui peuvent déboucher parfois sur un certain nombre de conflits. Et comme il n'existe pas d'organisation formelle à proprement parler de prise en charge des problèmes d'environnement, dédiée à la prise en charge des problèmes d'environnement, la question se pose pour ces communautés d'inquiétude, disons, de trouver en fait des nouvelles modalités de coordination ou d'organisation stratégique de l'action pour prendre en charge ces problèmes. Et donc, pour faire ça, il y a besoin de cadres nouveaux de représentation de ces problèmes, d'une grammaire, de référentiels partagés, à la fois pour en explorer les tenants et les aboutissants, pour pouvoir nouer un dialogue autour de ces problèmes, mais aussi pour pouvoir statuer sur la qualité écologique du problème en question, de l'écosystème en question, comme focal et comme guide pour l'action collective et de chacun, pour évaluer les effets des actions ou des engagements de chacun. Ça demande aussi qu'ils puissent être en mesure de clarifier, à nouveau frais, l'attribution des responsabilités individuelles et collectives quant à ces problèmes et quant à ces exigences de résultats écologiques. Et puis, au regard de ces responsabilités, d'être en capacité ou en mesure de développer des nouvelles capacités à agir collectivement, et ce, par-delà le cloisonnement des logiques d'action de chacun. Ce qui va demander donc concevoir d'une certaine manière de nouvelles stratégies de cogestion, et ce faisant, de renégocier les usages et les activités et les habitudes en fait, de chacun. Alors, la comptabilité écosystème centrée,
justement, ce qu'elle propose, c'est de dire qu'une des formes de réponse à l'ensemble des enjeux que je viens de soulever sont de traiter ces problèmes écologiques comme étant fondamentalement des problèmes de comptabilité et de gestion qui appellent en fait au développement de nouvelles formes concrètes de ce qu'on a appelé des comptabilités écosystèmes centrées, qui ont pour finalité d'accompagner ces processus de mise en organisation des problèmes écologiques. Hein, donc c'est comment à la fois poser les bases théoriques et aussi comment concevoir des cadres comptables qui vont être dédiés à l'organisation collective de la prise en charge des écosystèmes dans une pluralité de situations sur les territoires. Et donc, la comptabilité, en fait, comme dispositif organisationnel qui peut permettre, en tout cas, d'apporter une réponse au caractère très distribué, en fait, des responsabilités et des leviers d'action autour de ces problèmes écologiques. Alors, vous l'aurez compris, ici, écosystème, ce n'est pas à entendre comme des entités qui seraient naturalisées, qui seraient définies purement et définitivement, soit sur les plans écologiques, soit sur les plans économiques, soit sur le plan juridique, mais comme des problèmes, comme des enjeux à prendre en charge, qui demandent de se réorganiser et qui appellent du coup à ces nouvelles formes de comptabilité. J'insiste là-dessus parce que souvent on peut se dire qu'en fait ce sont des comptabilités pour la gestion locale de problèmes qui vont se poser autour donc ça nous rappelle Ostrom évidemment, mais autour de ressources ou autres. Mais en fait, si on prend par exemple la préoccupation grue blanche américaine, elle demande à ce qu'on s'organise pour sa préservation et son habitat s'étend du Texas jusqu'au nord du Canada dans des modalités organisationnelles et des agencements organisationnels qu'il faut penser sur l'ensemble de ces territoires et dans des modalités évidemment d'organisation qui vont être très différentes selon qu'on cherche à préserver les zones humides sur lesquelles se passe la nidification, plutôt enfin, voilà. Donc vous voyez que quand on centre sur une préoccupation, ça ne veut pas forcément dire on centre sur un problème local d'organisation, mais c'est bien une préoccupation écologique prise comme finalité qui appelle à des nouvelles formes d'organisation. Alors, quelques précisions sur pourquoi la comptabilité. Pourquoi est-ce qu'on en passe par ce terme, encore une fois, qui en bloque plus d'un quand j'essaye d'aborder ces questions. Alors, premièrement, la première raison, c'est qu'il existe autant de comptabilité possible qu'il existe des problèmes de gestion et des collectifs humains qui vont chercher à s'organiser pour prendre en charge ces problèmes. Donc, les collectifs les plus connus et étudiés pour lesquels des comptabilités ont été développées sont bien évidemment les entreprises, aussi les États, et ce depuis très longtemps, depuis les Sumériens. Mais il existe des collectifs et des finalités d'organisation plus inhabituelles. Je pense par exemple aux travaux de Paolo Quattrone sur les comptabilités des péchés dans les communautés jésuites du XVIIe siècle, dont la finalité n'était pas de s'organiser financièrement, mais d'essayer de sauver son âme à travers une comptabilité systématique de ces péchés dont on rendait compte à ses maîtres dans des processus de dialogue, d'interprétation de sa capacité à se rapprocher de Dieu. Donc vous voyez bien que la notion d'inscription comptable et de comptabilité peut prendre des formes très différentes. Donc ça ouvre la perspective d'imaginer des comptabilités pour des entités organisationnelles nouvelles, orientées vers la préservation d'entités écologiques et qui vont prendre les contours, enfin qui vont épouser les contours de ces écosystèmes préoccupations, disons, et des formes d'organisation, de mise en organisation qu'il va falloir mettre en place. Alors, en cela, le programme de recherche des comptabilités écosystèmes centrés, il s'inscrit dans un mouvement émergent dans les recherches en comptabilité sociale et environnementale et critique, qui cherche à décentrer de l'obsession de l'organisation et de l'obsession de l'entreprise, pour reprendre les termes de Gray, pour s'intéresser à des entités comptables d'une autre nature et à des processus de gestion interorganisationnels. Et bien sûr aussi, ça appelle, j'y reviendrai, à compléter les cadres comptables des entreprises. Enfin, ça invite à compléter les cadres comptables des entreprises. Dans le programme de recherche en comptabilité écosystème centré, ce qu'on met en avant également, c'est qu'il ne s'agit pas non plus de se contenter, comme d'autres le font, et c'est très important de le faire en recherche en comptabilité, mais de l'analyse critique ou de la description de l'émergence de nouvelles pratiques calculatoires, de nouvelles dynamiques d'échange de comptes sur ces nouveaux périmètres, disons, interorganisationnels.
L'enjeu, c'est vraiment de prendre acte des 40 ans de recherche en comptabilité critique qui ont montré de manière empirique le pouvoir politique et performatif des comptabilités dans la mise en organisation de tout un tas de choses, et d'assumer cette réalité-là pour la mettre au service d'un projet explicite et normatif, qui est celui de l'organisation des responsabilités collectives pour la préservation des écosystèmes et l'atteinte de performances écologiques par des collectifs motivés pour ce faire. Deuxièmement, toujours sur le registre, pourquoi parler de comptabilité? On pourrait se dire, pourquoi parler de comptabilité alors qu'il existe déjà des spécialistes de l'information écologique, des sciences de la conservation, qui sont les mieux placés pour développer des indicateurs pertinents permettant d'évaluer l'état de santé des écosystèmes, permettant de caractériser l'impact des activités sur les écosystèmes, etc. Et puis par ailleurs, des recherches depuis une vingtaine d'années pour évaluer la valeur des écosystèmes sur le plan économique. Donc, sur le premier point, qu'apporte la comptabilité, par exemple, par rapport à l'information écologique et aux indicateurs écologiques? La première chose, et Alexandre l'a rappelé hier aussi dans la première session complète qu'on a eue, c'est que la comptabilité, ce n'est pas d'abord une question de définition de métriques, c'est d'abord une question de proposition d'un système de cadrage et de mise en relation d'un certain nombre d'informations sur le plan qualitatif pour interpréter et piloter des situations. Et donc, ce qu'apporte la comptabilité, ou ce que peut apporter la comptabilité, c'est justement de proposer des architectures, en fait, des systèmes de compte, des plans de compte, qui peuvent mettre en lien une multitude d'indicateurs écologiques, sociaux, économiques, dans des cadres qui sont spécifiquement pensés pour équiper des processus collectifs de décision et d'action. Et donc, c'est d'organiser, la valeur ajoutée, c'est la manière dont on va agencer les informations les unes par rapport aux autres en lien avec des processus d'organizing sur les écosystèmes. Donc, plutôt que l'exactitude des métriques, c'est bien la capacité du cadre qui les articule à susciter la réflexion, la décision, le jugement, l'interprétation, le pilotage stratégique de l'action, la justification des actions par des collectifs qui va primer. Sur le second point, qu'apportent les approches, disons, en comptabilité par rapport à ce qu'ont déjà pu apporter les économistes aux questions d'environnement, enfin, en tout cas une partie des économistes, notamment sur cette question d'évaluation de la valeur des services écosystémiques ou des écosystèmes. L'enjeu, en passant dans le registre de la comptabilité de gestion plutôt que de l'évaluation économique, c'est de changer de focale pour se demander non pas quelles sont les valeurs des écosystèmes pour la société ou pour l'économie, mais bien de se demander qu'est-ce qu'il va falloir suivre dans le temps, qu'est-ce qu'il va falloir suivre de manière systématique pour pouvoir s'organiser par rapport à des valeurs qu'on va chercher à générer en fait dans la société ou sur les territoires. Donc c'est vraiment de basculer vers la question de qu'est-ce qu'il va falloir compter pour s'organiser plutôt que compter pour dévoiler des valeurs des écosystèmes ou de ce qu'apportent les écosystèmes à la société. Donc plutôt que de parler de Nature's Contribution to People, qui est le nouveau terme pour service écosystémique, la contribution de la nature aux humains, c'est plutôt là de parler des contributions des humains à la mise en organisation, disons, de la préservation de la nature. Un troisième point sur la question de la comptabilité, c'est que c'est l'appel, l'invitation à dépasser l'analyse des attachements ou la description des attachements qu'on va avoir à la nature. L'accent est beaucoup mis aujourd'hui sur l'importance de mieux décrire nos attachements multiples à la nature, à la biodiversité, pour pouvoir mieux les discuter et en débattre. C'est très important. Et la comptabilité peut être une manière de modéliser, de représenter, de rendre ces liens discutables, d'être un dispositif de médiation et d'intersubjectivité pour ce dialogue autour de nos attachements au milieu naturel et à nos interdépendances. Mais la comptabilité, si on la conçoit comme
j'aime bien le faire, comme la science des engagements réciproques, des accountabilities, elle invite aussi à aller au-delà de l'identification et de la qualification de nos attachements, mais à se poser sérieusement la question de nos engagements, des prises d'engagement et de nos capacités, de notre capacité aussi à organiser le suivi de ces engagements et de leurs effets et de la mise en transparence de ces engagements. Donc c'est aussi ça, de mon point de vue, que peut apporter le passage conceptuellement à l'univers de la comptabilité de gestion en particulier. Et puis un dernier point sur pourquoi la comptabilité, qui renvoie au thème de ce colloque sur les communs. Au fond, dans tout ce que je vous raconte, bien sûr, l'horizon, c'est de stabiliser des formes de mise en organisation qui préservent la biodiversité, les écosystèmes naturels. Et qui dit stabilisation d'arrangements organisationnels dit quelque part institution ou institutionnalisation. Donc l'horizon, c'est bien celui de se dire, est-ce que des nouvelles formes de comptabilité ne pourraient pas donner lieu, ne pourraient pas faire l'objet de pratiques collectives ritualisés qui vont instituer progressivement des nouveaux arrangements, des nouvelles règles dans une hétérogénéité de contextes sur les territoires. Alors, par rapport à ces enjeux de commun, on voit bien que là, qu'il y a des rapprochements avec des choses aussi qu'avait pu proposer Ostrom, de stabiliser des communautés d'action par la pratique autour d'un certain nombre de common pool resources, à la différence près, et elle n'est pas négligeable, que ces communautés d'inquiétude dont je parle, ou ces coalitions d'ailleurs d'inquiétude, ne partagent pas nécessairement l'usage d'une ressource, mais elles partagent justement une inquiétude, une préoccupation quant au bon état écologique de ces entités naturelles avec lesquelles elles sont en relation. Et ce décalage, c'est une invitation à débattre, offre aussi un angle critique sur la question des communs, à la fois parce que les périmètres dans lesquels se joue la préservation des écosystèmes et l'évaluation de leur bon état ne sont pas forcément ceux d'une communauté d'usage. Par ailleurs, sur la question de la préservation des écosystèmes et de leur bon état, il faut absolument, et c'est tout l'apport de l'analyse stratégique de la gestion environnementale qu'avait développé Laurent Mermet, on ne peut pas passer à côté de l'analyse des asymétries de pouvoir et de l'importance des secteurs d'activité dans cette... si on veut traiter sérieusement la question de l'organisation de la préservation des écosystèmes. Et puis, parce que, en fait, simplement, la finalité de la préservation des bons états écologiques, elle n'est pas partagée par tout le monde, et que ça aussi, ça a des implications sur qui constitue, en fait, ces communautés d'inquiétude. Mais c'est aussi du coup une opportunité de prolonger la réflexion sur les communs, notamment les communs environnementaux, en se demandant comment, par la volonté de s'organiser pour la préservation de ces bonnes états dans des nouvelles formes de collectifs, qu'est-ce que ça pourrait apporter aussi à la réflexion sur les communs. Il y a un cinquième point important, c'est la réarticulation avec les comptabilités d'entreprise et nationales, mais j'y viens juste après. Donc concrètement, et je vais finir rapidement, qu'est-ce qui a été fait sur ces histoires de comptabilité écosystème centré et quels sont les chantiers en cours? Donc ce qui a été fait depuis maintenant quelques années, c'est déjà d'établir un certain nombre de bases théoriques à ce programme de recherche et de le faire en interdisciplinarité, notamment par des publications et des travaux dans le champ de la comptabilité, pour faire reconnaître la nécessité de penser ces nouvelles formes d'entités comptables interorganisationnelles ou collectives autour de problèmes d'environnement dans le champ de la comptabilité, et on n'est pas les seuls à le faire, mais aussi d'essayer de convaincre, disons, et d'associer les chercheurs en sciences de la conservation et en écologie, qui sont les premiers concernés par la production de données sur ces sujets, et qui, en fait, dans beaucoup de cas, sont aussi frustrés d'une certaine manière du manque de performativité des connaissances qu'ils produisent et des informations qu'ils utilisent. Donc voilà, c'est à ce croisement-là, donc aussi par des publications en conservation, qu'il s'agit qu'on a cherché à avancer. La deuxième chose qui a été faite et qui est maintenant le travail en cours, que vous aurez peut-être l'occasion de voir dans les sessions complètes, c'est de proposer en fait une architecture comptable, de chercher en fait vraiment, et on est encore dans cette recherche, une architecture comptable pertinente pour la gestion des problèmes collectifs, des problèmes écologiques. Et donc, il y a une proposition qui a été faite depuis
depuis quelques années, qui est maintenant, donc conceptuellement, on continue à travailler dessus, qui s'appuie sur des concepts assez simples, analyse de résultats, des pressions, des contributions, des responsabilités, des efforts, etc. Et de mettre à l'épreuve ce cadre dans une diversité de situations pragmatiques d'action et de gestion des écosystèmes. Donc, des études qui ont été faites sur la préservation d'une nappe phréatique dans l'ouest parisien, sur des enjeux de préservation d'habitats d'oiseaux migrateurs sur le littoral méditerranéen, sur des enjeux, si vous venez à la session complète, aussi de réensauvagement, par exemple, en Italie. Donc voilà, il y a un certain nombre de cas qui sont expérimentés. Voilà. Et un troisième point, et j'en finirai là, qui est évidemment un travail fondamental d'articulation de ces nouvelles comptabilités avec, d'un côté, les comptabilités d'entreprise et des cadres comptables qui soient alignés aussi avec cette question de préservation des bons états écologiques au niveau de l'entreprise. L'idée ici étant bien sûr de pouvoir resituer aussi les entreprises dans leur écosystème plus large et territorialisé de responsabilité, des contributions ou des impacts écologiques ne pouvant être évalués qu'au regard des systèmes collectifs dans lesquels chaque organisation est inscrite. Et par ailleurs, les comptabilités écosystèmes centrées peuvent aussi être une manière de proposer, d'être une forme de contre-pouvoir comptable, ce que les chercheurs en comptabilité aussi appellent des contre-comptes, qui soient vraiment inscrits dans l'écosystème et qui puissent être aussi un lieu à partir duquel on va venir interpeller, un lieu comptable à partir duquel on va venir interpeller les comptabilités d'entreprise. En tout cas, il y a tout un travail du coup, qui est fait à la fois dans la chaire et puis qu'on a pu faire aussi dans le cadre du programme de recherche au Bernardin et à travers les travaux doctoraux et des stagiaires de la chaire, d'articulation entre le modèle CARE et les comptabilités écosystèmes centrés. Et au niveau des comptabilités nationales et publiques, il y a bien un enjeu de pouvoir, par exemple, tracer les investissements publics à impact qui sont faits jusqu'au résultat écologique qui peut être effectivement mesuré dans les endroits où ils prennent sens, c'est-à-dire dans les écosystèmes naturels et dans les systèmes d'action dans lesquels les écosystèmes naturels sont enchevêtrés. Et donc, là aussi, des liens entre les comptabilités nationales et les budgets nationaux dédiés à la transition écologique et la capacité de les opérationnaliser dans des contextes et des systèmes de gestion très divers est un des axes de travail qu'on porte notamment aussi avec Harold Devrel et aussi par l'encadrement doctoral. Et puis, sur ce plan, et j'en finirai là, aussi par rapport à la question de l'action publique, l'autre hypothèse, c'est que ces comptabilités écosystèmes centrés peuvent également permettre d'avancer vers des formes de plans de compte en fait, d'écosystèmes qui pourraient permettre, malgré leur hétérogénéité, de comparer en fait un certain nombre de situations très hétérogènes et donc aussi d'avancer vers des formes ou de nourrir en tout cas les réflexions sur la normalisation, mais je laisserai les spécialistes et les juristes qui viendront tout à l'heure évoquer ces sujets de droit. Voilà, j'espère vous avoir pu dire quelques mots du principe et de la philosophie des comptabilités écosystèmes centrés et des chantiers en cours, et d'avoir pu ouvrir à mes collègues aussi sur les autres niveaux de comptabilité écologique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Clément. Alors maintenant, effectivement, on va passer à une échelle un tout petit peu plus petite. Donc, on va passer de l'échelle des écosystèmes à l'échelle des organisations. Alors, Alexandre, donc, comment est-ce qu'on va pouvoir tenter justement de matérialiser la question de la prise en compte de ces enjeux écologiques, mais également des impacts d'une organisation sur les entités qu'on essaye de préserver, et puis les contributions, donc ces différents termes qu'on a entendus dans le cadre des comptabilités écosystèmes centrés, et puis peut-être aussi pourquoi la manière de prendre en compte, de rendre compte, de compter, compte. Voilà, merci Alexandre. Oui, bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci effectivement Auriode de nous donner cette opportunité de présenter ces travaux. Évidemment, ce dont je vais parler s'inscrit complètement dans la lignée de ce que Clément a commencé à présenter sur
l'univers dans lequel s'inscrit notre réflexion comptable au sein de la chaire. Et donc, plus précisément sur la question des organisations, la problématique sous-jacente a été historiquement autour des travaux sur lesquels se fonde la chaire comptabilité écologique concernant la question des comptabilités organisationnelles, sur les réflexions autour de ce qui a donné lieu au modèle et en fait au projet de recherche dit CARE, qui signifie donc Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, donc une comptabilité intégrative dans le respect, on va dire, des sciences et en fait une certaine vision de l'écologie. Et donc ce projet, ce programme en fait, est basé sur plusieurs points saillants. Sur cette vision qu'il s'agit de prendre au sérieux ce qu'est la comptabilité, donc Clément l'a rappelé, et juste sur ce point-là, ça me permet, pour faire des liens aussi avec ce qu'on va entendre derrière sur les questions de droit, de justice, et sur les questions aussi d'abord des communs. C'est un auteur a énormément travaillé sur les liens justement entre comptabilité, économie et justice. Il s'agit de Proudhon, qui avait même mis au cœur de tout son travail sur une réorganisation sociale la question de la comptabilité. Et il disait la comptabilité est à l'économie politique ce que la procédure est à la justice. C'est-à-dire qu'on a en fait une métaphysique de la façon de s'organiser pour atteindre certaines finalités politiques, et que la comptabilité est là pour justement organiser et vraiment structurer une façon de penser et une façon de produire un certain système organisationnel qui va donc dans des buts notamment donc d'économie politique et donc dans une certaine finalité sociétale. Et je pense que là c'est vraiment ça qui est derrière les travaux de la chaire. Et au niveau organisationnel, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on produit une autre vision de l'entreprise, et donc d'avoir une économie politique de l'entreprise à travers justement la façon de s'organiser, les procédures d'organisation, mais procédures vraiment dans un sens de comment à la fois concrètement, mais aussi métaphysiquement, on recomprend l'organisation en tant que telle. Donc c'est dans cette trajectoire que s'inscrit le programme CARE, avec donc d'un côté l'idée qu'on a en fait une comptabilité organisationnelle qui existe, on va dire au sens classique, traditionnel, justement depuis très longtemps, qui est en fait une sorte de comptabilité de subsistance dans un sens positif des organisations. Comment est-ce qu'une organisation peut tenir dans le temps ? Et cette comptabilité-là repose sur un cycle assez clair et assez, on va dire, assez basé sur une vision très pratique en fait, de la gestion des affaires, qui est de dire, pour qu'une organisation arrive à tenir dans le temps, elle a besoin d'un certain nombre d'avances qui constituent des dettes. Ces avances sont employées par l'organisation. Ces avances donc employées permettent de créer de la valeur. La valeur va pouvoir contribuer au remboursement des avances, et s'il y a un surplus, c'est le profit. Donc cette base-là qui existe depuis le Moyen-Âge vraiment structure toute l'organisation des affaires au jour le jour et dans le monde entier. Et en fait n'est pas du tout ni un support du capitalisme, ni un support... c'est vraiment quelque chose qui a été repris, cette vision-là, on la retrouve à la fois dans l'URSS soviétique, on la retrouve aussi dans les quelques expérimentations qu'il y a pu avoir en Yougoslavie autogestionnaire, dans la phase qui était encore autogestionnaire. Et en fait, on a les mêmes supports, mais qui vont être interprétés différemment. Ce que je veux dire par là, c'est que la question de base, c'est de comprendre structurellement comment est-ce qu'une organisation fonctionne, et à partir de là, savoir comment réorienter pour justement aller vers une autre vision de l'organisation prise dans des impératifs écologiques. Alors, à cette façon donc très substantielle de comprendre la comptabilité et l'organisation, enfin les modes de fonctionnement de l'organisation, s'opposent des systèmes comptables
qui se sont imposées, commençaient à s'imposer, en tout cas dans une certaine pensée dominante ces dernières années, qui voudrait faire en fait de la comptabilité une simple caisse de résonance des marchés financiers. C'est-à-dire que là, on est complètement à l'opposé du fonctionnement intrinsèque d'une organisation en tant que telle. On va en fait aller vers des systèmes comptables qui perdent d'ailleurs énormément en substance, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour véritablement poser le terme qui a été employé, une architecture particulière ou vraiment savoir comment l'organisation fonctionne en tant que telle. En fait, c'est pas ce qui est intéressant dans le système comptable, c'est considérer qu'en fait un système comptable est simplement là pour enregistrer des grandeurs économiques, financiarisées, et de permettre des analyses coûts-bénéfices où finalement la gestion serait uniquement organisée autour de la gouvernance par les nombres. Donc on capte en fait des valeurs données par les marchés. La comptabilité donc ne fait que capter des valeurs données par les marchés. On fait en fait des calculs. À la fin, on obtient un nombre. S'il est positif, on continue. Si c'est négatif, on réoriente, etc. Ce qui est vraiment à l'opposé de tout le déroulement et de toute la conception comptable, encore une fois, traditionnelle, historique, et encore une fois, celle qui permet la gestion des entreprises au jour le jour. Donc, il y a ce constat donc, de dire qu'est-ce que fondamentalement la comptabilité au sein des organisations, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années. Alors, il y a une trajectoire longue, hein, c'est-à-dire que ça n'a pas arrivé comme ça d'un seul coup depuis les années 70. Hein, il y a vraiment une filiation longue. Mais comment est-ce qu'il y a eu en fait un retournement dans la compréhension de la comptabilité qui a fait d'ailleurs que la comptabilité a été rattachée au domaine financier alors qu'elle ne l'était pas historiquement. Et qu'est-ce que ça fait justement, ça, pour penser les questions écologiques? C'est-à-dire que derrière ce programme, il y a une critique très forte de, justement, si on prend ces systèmes comptables qui sont donc dans cette pensée qui tend à s'imposer, en tout cas dans une certaine vision de ce que devrait être l'entreprise, donc qui est un décalque des marchés financiers, qu'est-ce que ça fait? Et qu'est-ce que ça fait être et fait faire quand on aborde les questions sociales et environnementales? Et donc de pouvoir être en mesure d'apporter une analyse critique à ça. Et donc le programme CARE et la chaire contribuent énormément donc, à cette analyse critique de cet abord de la comptabilité d'entreprise, donc la comptabilité socio-environnementale des entreprises, basée sur ce qu'on appelle les comptabilités en valeur de marché. Donc pour expliquer qu'il y a en fait un vrai problème d'alignement sur des préoccupations scientifiques et collectivement acceptées de préservation écologique. Donc, à partir de là, la question a été de dire si on prend au sérieux donc, la façon de comprendre la comptabilité historiquement au sein des organisations et qu'on s'intéresse véritablement aux sciences écologiques, qu'on s'intéresse véritablement après d'ailleurs aux sciences humaines, c'est-à-dire aussi aux questions de décence du travail, de décence des individus et donc de prise en compte de la santé physique et psychique des individus. Comment est-ce que tout ça peut arriver à fonctionner ensemble? Et donc, c'est là où vraiment on a la base de ce qu'on va appeler le cadre conceptuel de CARE, où l'idée fondamentale, c'est de dire, alors qu'il y a pour l'instant uniquement une reconnaissance d'avance en termes financiers, on va reconnaître qu'il y a des avances en termes écosystémiques et en termes humains, sociaux. Que ces avances doivent constituer des dettes et qu'il y a donc un enjeu de redevabilité nouveau qui doit être créé et qu'ensuite on va essayer de voir au sein de la structuration des modèles organisationnels comment est-ce que ces nouveaux types d'avances en termes écosystémiques, en termes sociaux, s'insèrent véritablement dans le modèle d'affaires, le modèle organisationnel de façon générale, puisqu'on travaille aussi avec des organismes publics. Et du coup, derrière CARE, et ça c'est un point, je pense aussi très important à mentionner, c'est que il y a à la fois et autant la question de la structuration de la redevabilité vis-à-vis des écosystèmes et vis-à-vis des êtres humains. Donc comment on structure littéralement une dette écologique, qui est un élément central de convergence des travaux de la chaire comptabilité écologique, c'est cette structuration de la dette écologique ou des dettes écologiques. Et d'un autre côté, et en fait qui est le pendant, c'est ces dettes écologiques, en fait, comment est-ce qu'elles contribuent et comment elles parcourent en fait le modèle organisationnel. C'est-à-dire que c'est comprendre qu'on ne peut pas avoir en fait une dette écologique si derrière on ne comprend pas justement qu'est-ce que ça fait au niveau des organisations. Comment est-ce que ces
comment les écosystèmes sont notamment utilisés, sont employés, et donc qu'est-ce qui génère la dette écologique. Et à partir de là, ça permet d'avoir une relecture des modèles organisationnels, donc de reposer la question de comment fonctionne une organisation, littéralement avec les acteurs de terrain, pour voir comment est-ce qu'on peut donc réaxer, réorienter ces modèles d'affaires. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'abord par la comptabilité est véritablement un abord de restructuration de modèles organisationnels. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours complètement clair quand on parle de comptabilité, qu'on parle véritablement de restructuration de modèles d'affaires pour les entreprises et de modèles organisationnels de façon générale. Donc ça, c'est un des éléments qu'on travaille énormément avec les acteurs de terrain, donc sur cette question de reposer véritablement les modèles organisationnels. Donc tout ça pour dire que derrière ce projet, on a tout à la fois cette question de prendre au sérieux ce qu'est la comptabilité, de partir d'un certain nombre de constats et d'analyses critiques aussi de l'existant, et derrière de proposer en fait un cadre conceptuel qui soit logiquement déduit en fait de qu'est-ce qu'on pourrait faire si on part de la base traditionnelle de la comptabilité et qu'on intègre la question des dettes écologiques, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Et donc c'est là-dessus que travaille donc on a un certain nombre de doctorantes et de doctorants, on a un certain nombre de stagiaires, on a un certain nombre aussi de chercheuses et chercheurs qui sont associés, soit directement à la chaire, soit via des programmes de recherche qui sont ensuite rattachés à la chaire. Donc c'est-à-dire qu'on a une communauté vraiment de recherche, et on a une communauté aussi non seulement de recherche, mais on travaille avec des professionnels, on travaille avec des ONG diverses et variées, comme le WWF par exemple, avec qui la chaire a monté le Lab Capital Naturel. On travaille avec le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui est là pour fédérer justement les professionnels et les acteurs au sens large qui sont intéressés par ces travaux et qui sont intéressés par la mise en application réelle du programme CARE. Donc pour essayer justement d'avoir une intersection, une interrelation très fine et forte entre le travail de recherche qui est nécessaire et le travail de terrain pour savoir comment est-ce qu'on peut vraiment le mettre dans les organisations, comment justement le terrain nous permet de mettre en avant qu'il y a des limites, qu'il y a des freins, et donc qu'est-ce que ça veut dire, comment on avance, etc. Donc d'avoir ce travail permanent entre recherche et pratique qui est très fécond, et qui fait qu'à l'heure actuelle, on rentre dans une phase où en tout cas une grande partie de CARE est opérationnalisable, ce qui ne veut pas dire qu'on a toutes les données, mais en tout cas on voit en fait comment est-ce qu'on peut vraiment mettre en place CARE dans une organisation, et que de l'autre côté, on a donc des programmes de recherche de plus en plus variés, de plus en plus complets, qui vont d'un questionnement sur qu'est-ce que le bon état écologique d'un écosystème, donc là en articulation avec la comptabilité écosystème centrée, jusqu'à comment on pose de nouvelles bases sur un modèle organisationnel, un modèle d'affaires, jusqu'à comment est-ce qu'on restructure une chaîne de valeur, et jusqu'à comment est-ce qu'on a un nouvel abord de la performance extra-financière, un nouveau dialogue avec les sources de financement, et derrière l'articulation avec les théories socio-économiques, et potentiellement d'ailleurs la base de nouvelles modélisations socio-économiques qui prendraient véritablement en compte ce type de travail. Voilà. Merci. Merci beaucoup Alexandre. Nous allons passer à la dernière échelle de la comptabilité que nous allons discuter aujourd'hui, donc celle de la comptabilité nationale. Donc voilà, Harold, est-ce que tu peux peut-être nous présenter les manières de faire pour agréger ces enjeux écologiques au niveau national, et puis peut-être présenter les dispositifs comptables qui existent aujourd'hui au niveau national. Oui, alors en quelques minutes, ça va être un peu compliqué de faire tout ce que tu viens de demander de faire, mais je vais quand même essayer de présenter 2-3 trucs. Alors la comptabilité nationale, c'est apparu en fait assez récemment, même très récemment. Il y a des prémices avec les tableaux économiques de Canet, mais finalement la comptabilité nationale, c'est les années 30 pour un objectif bien simple, c'est en fait équiper, pour reprendre un verbe qui a été utilisé auparavant, équiper les politiques pour faire face à la crise économique et sociale qu'a connue le monde donc à cette époque-là. Donc en fait, sa fonction, vraiment, la comptabilité nationale, c'est d'aider la puissance publique. Et dans des moments de crise, principalement. Et en fait, on peut faire le parallèle
avec la crise écologique actuelle, c'est peut-être aujourd'hui le regain d'intérêt que connaît la comptabilité nationale, c'est dû à cette crise écologique et on voit bien qu'avec ces notions de planification écologique, eh bien finalement, la comptabilité nationale peut avoir une nouvelle fonction. Et de ce point de vue-là, on a des choses, je pense, intéressantes à construire. Donc dans le cas de la chaire, donc comme il a déjà été dit, on a adopté un principe de durabilité forte, hein, qui est assez spécifique dans le champ de l'économie. Alors, sur l'approche qu'on adopte, elle est assez spécifique dans le sens qu'elle est focalisée sur les indicateurs biophysiques. Et finalement, le regain d'intérêt sur la comptabilité écologique, au-delà du fait qu'on utilise le terme de planification écologique un petit peu dans pas mal d'arènes, c'est lié à deux actualités, je dirais. Actualités qui peuvent dater un petit peu, mais qui sont en tout cas contemporaines. La première, c'est, donc là, celle-là, elle est très récente, c'est l'adoption par l'ONU, dans le cadre du système de comptabilité économique et environnementale, de nouveaux standards environnementaux qui sont les comptes d'écosystèmes. Donc les comptes d'écosystèmes sont devenus un standard comptable depuis 2021. Et ces comptes d'écosystèmes, ils sont déclinés en plusieurs sous-comptes. Il y a des comptes qu'on appelle détendus, ce sont les surfaces d'écosystèmes, par exemple les surfaces de forêt qu'on a en France. Et on a des comptes de conditions qui sont des comptes qui correspondent à la qualité des écosystèmes. Donc, par exemple, pour les mêmes forêts, on va dire quelle est la quantité de bois mort. Hein. La quantité de bois mort dans une forêt, c'est un bon indicateur de la qualité écologique de ce milieu. Et puis aussi, est-ce qu'on a beaucoup de feuillus par rapport aux résineux, ce genre de choses. Donc, en fait, on va avoir comme ça des indicateurs qui vont renseigner ces comptes et qui sont à fournir à Eurostat. Et donc ça va commencer en 2023. La France va devoir fournir, comme tous les États membres, des comptes détendus et de conditions à Eurostat pour les différents écosystèmes qui composent notre pays. À cela ajoute, et c'est une spécificité d'Eurostat, ils ont demandé qu'on renseigne les comptes de services écosystémiques en termes biophysiques. Alors en termes biophysiques, ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire les services que fournissent les forêts en termes de rafraîchissement, les services que fournissent les zones humides en termes de filtration de l'eau, ou tout autre type de service. Il n'est pas encore question de monétarisation à ce stade. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été pour l'instant mis de côté par un certain nombre d'États ayant discuté des conventions autour de ces comptes d'écosystèmes. Donc voilà, ça c'est la première actualité. Dont on ne sait pas très bien, et le ministère n'est pas très à l'aise avec ça, comment ça va être enseigné, de manière standard. Ce n'est pas quelque chose qui est très évident. Le deuxième élément en fait, que je voulais mentionner en tant qu'actualité, celui-là, il est un petit peu plus ancien et il va être évoqué aussi tout à l'heure, c'est la recrudescence de normes environnementales à travers l'adoption d'un grand nombre de lois depuis le début des années 2000, la directive cadre sur l'eau, les lois autour de la conservation de la biodiversité de 2016, résilience et climat plus récemment, climat résilience. Et en fait, ces lois sont accompagnées de normes. Donc on a, par exemple, le bon état écologique des masses d'eau, le zéro artificialisation nette, en fait tout un ensemble de normes aussi, voilà, qui sont liées à cette idée de neutralisation, de neutralité écologique. Donc on a le zéro artificialisation nette qui est dans la loi climat résilience, on a l'absence de perte nette de biodiversité qui est dans la loi de reconquête de la biodiversité 2016, et on a aussi la fameuse, enfin là c'est pas une loi, mais la neutralité carbone pour l'horizon 2050 qui est un engagement. Bon, en fait, une fois que l'État à adopter ce type de normes, quelque part, il doit trouver des outils pour évaluer son avancement par rapport à cela. Et la comptabilité écologique, de ce point de vue-là, la comptabilité nationale écologique, de ce point de vue-là, est tout à fait adaptée. Alors, si on regarde dans le détail, en fait, une comptabilité financière est que de peu d'utilité pour renseigner l'atteinte de ces normes, puisqu'on va renseigner soit les externalités, soit directement la valeur actualisée nette d'un certain nombre de bénéfices. Alors on peut tenter un certain nombre de choses autour de cela, mais enfin, quoi qu'il en soit, ça ne nous dira rien sur l'objectif biophysique. Donc de ce point de vue-là, il nous faut une comptabilité qui renseigne les avancées en termes écologiques, et aussi le coût de ces avancées
hein, en termes comptables, comptabilité monétaire. Alors, on a fait un exercice, par exemple, dans le cadre de la chaire, qui concerne le zéro artificialisation nette. On a constaté que par rapport aux objectifs qui sont mentionnés dans la loi climat-résilience, on a une étape qui est 2030, de réduire de 50% le taux d'artificialisation du territoire français. Si on s'en tient au niveau d'artificialisation qu'on a aujourd'hui et qu'on considère qu'il n'y aura pas d'effort dans les 6-7 années qui viennent en matière de lutte contre l'artificialisation des sols, c'est un déficit de 100 km² à peu près par an qu'on observera par rapport aux objectifs qui sont mentionnés dans la loi. Ces 100 km², finalement, la loi autorise à les avoir si, quelque part, on les compense en désartificialisation, en renaturation de milieux dégradés. Ça peut être des friches urbaines, ça peut être des espaces qui sont dégradés. Mais le coût est très élevé. Le coût est très élevé et l'estimation qu'on produit nous montre que ces 100 km² pour véritablement en désartificialiser autant, ça coûterait entre 9 et 39 milliards par an. 9 et 39 milliards par an. 39 milliards par an, c'est plus du quart de la valeur de la valeur ajoutée du service de la construction, du secteur de la construction. Donc, c'est des montants très élevés. Alors, il y a deux options. Soit l'État va mettre en place les conditions pour que ces dépenses soient consenties. On peut penser que ce ne sera pas le cas. On voit mal comment le secteur de la construction va dépenser 30 milliards par an pour compenser ces impacts. Soit le secteur de la construction va, et je ne parle pas que du secteur de la construction, c'est aussi du côté de la demande des ménages, etc., qu'il faut évoluer. Des activités économiques qui sont demandeuses d'espace. Voilà, il y a un changement de logiciel et on va arrêter de consommer des espaces. Bon. Mais quoi qu'il en soit, on pourra normalement renseigner cette dette écologique dans les comptes nationaux. Alors, est-ce que c'est complètement de la science-fiction de dire ça? Peut-être pas tant que ça. Alors, pour une raison bien simple, au-delà du fait que l'État peut avoir besoin de ce type d'informations pour produire une stratégie sur le sujet, on a aussi observé que, quelque part, cette approche par les coûts, elle devenait en fait, je ne vais pas dire dominante, mais en tout cas, elle devenait audible pour un grand nombre d'acteurs politiques, notamment parce que les valeurs de la biodiversité, en fait, on ne sait pas bien le faire, donc on retourne plutôt vers des approches par les coûts. Quelque part, c'est des logiques qui commencent à prendre de la place. France Stratégie, par exemple, lorsqu'ils ont discuté de la valeur tutélaire de la biodiversité, en fait, ils ont constaté qu'ils n'étaient pas capables d'évaluer monétairement les services fournis par la biodiversité, et c'est facile à expliquer. Et donc, ils se sont retranchés derrière l'approche des coûts de la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Et les coûts de la séquence éviter, réduire, compenser, c'est exactement ce qui correspond à l'absence de perte nette de biodiversité dans le cadre de la loi de reconquête de la biodiversité de 2016. Donc, on voit que, y compris à ce niveau-là, cette approche par les coûts commence à avoir une certaine acceptation. Et c'est quelque chose qu'on voit... qui est discuté au niveau international, aussi de manière assez concrète. Dans les futurs comptes monétaires d'écosystèmes, il y avait une grande appétence pour l'approche financière jusque-là. Et en fait, il s'avère que pour des raisons pratiques, pas pour des raisons éthiques, c'est pas forcément parce qu'on considère qu'il faut défendre la nature pour elle-même ou que la durabilité forte elle est meilleure, c'est pour des raisons pratiques. Une approche par les coûts leur semble beaucoup plus réaliste finalement qu'une approche par la valeur financière. Donc en fait, tout ça, voilà, c'est assez rapide. Mais c'est pour souligner qu'il y a quand même des choses assez concrètes et où on retrouve à la fois une légitimité politique à pouvoir produire des comptes de coûts dans un contexte où on vise des objectifs biophysiques exigeants, et que tout cela, en fait, finalement, est assez en ligne avec l'actualité politique.
Donc, on n'est pas en train de proposer quelque chose de totalement révolutionnaire, on est en train de proposer quelque chose de très opérationnel, au contraire, et très en rapport avec ce que pourraient attendre aujourd'hui les hommes et les femmes politiques sur le sujet. Voilà, merci. Merci beaucoup Harold et merci à tous les quatre. Nous allons passer à la deuxième partie de cette matinée avec une table ronde en présence donc de Sylvie Bénard qui est déjà parmi nous et qui est donc en plus d'être présidente de la Fondation AgroParisTech, directrice du cabinet La Dame à la Licorne. Et je vais inviter Jennifer Bardy et Clément Morla à nous rejoindre. Jennifer Bardy est maîtresse de conférences en droit privé et Clément Morla est socio-économiste et également coordinateur scientifique à la chaire comptabilité écologique et directeur opérationnel du CERCES qui vous sera présenté un peu plus tard. Donc, maîtresse de conférence à l'Université Côte d'Azur, je précise Jennifer Bardy. Donc merci d'être parmi nous. Donc on va continuer de parler de comptabilité écologique, mais avec aussi d'autres regards, et notamment le regard du droit. Donc on a pas mal parlé de réglementation, on a parlé de normes, on a parlé de cadres. Donc voilà, on se rend bien compte que la question du droit, la question des cadres juridiques est en fait complètement essentielle pour mettre en place ces nouveaux dispositifs comptables. Donc certains sont déjà en cours d'implémentation. Donc Jennifer, je vais commencer par te poser cette première question. Donc sans entrer tout de suite dans le projet de la chaire et les modèles qui ont pu être évoqués, en quoi le droit peut-il venir en appui aux comptabilités environnementales et inversement, comment le droit peut s'inspirer des réflexions qui irriguent la comptabilité environnementale? Merci beaucoup Aurélien. C'est bon, vous m'entendez? Voilà, je crois que c'est bon. Effectivement, c'est bon. Merci Aurélien pour la question. Donc bonjour à toutes et à tous et donc merci de m'avoir conviée avec vous aujourd'hui. Vraiment, je suis ravie. En tant que chercheuse, je suis assez passionnée et très inspirée par les travaux qui sont conduits au sein de la chaire de comptabilité écologique. Donc vraiment, je suis toujours ravie de pouvoir échanger avec vous sur ces questions. Alors pour ce qui est du droit et des rapports droit-comptabilité, je vais commencer, mais très rapidement, je ne veux pas m'y attarder davantage, sur la perception très intuitive qu'on peut avoir du droit. Quand on pense droit immédiatement, on peut penser à sa force contraignante. Alors c'est vrai que la règle de droit, on en a parfois besoin, il faut quand même le dire, même si je le dis très, très rapidement, puisqu'on a pu voir, notamment dans le champ du droit économique, les limites à la soft law, les limites à l'autorégulation des acteurs économiques. Donc on a parfois besoin de cette force contraignante du droit. C'est important de le dire. Et l'actualité peut permettre de l'illustrer. On a vu les limites à la RSE. Et donc c'est ce qui a pu motiver aussi l'adoption de la directive CSRD. Donc la loi, la règle est appelée au secours en tant que modèle pour l'action, dans l'optique d'harmoniser les pratiques des acteurs économiques, et aussi en tant que modèle pour juger. Et là, on attend une certaine qualité de la norme pour pouvoir la contrôler à minima. Alors, il ne faut pas réduire le droit à sa force contraignante. Le droit, c'est aussi ce qui en fait, à mon sens, quelque chose de plus intéressant. Tout comme la comptabilité ne doit pas être réduite à un outil purement technique. Donc, quand on commence à appréhender, à approcher la question comptable, on s'aperçoit qu'elle est au cœur d'enjeux politiques, qu'elle n'est certainement pas neutre. Et à ce propos, alors j'aime bien souvent, je cite un grand juriste spécialiste des questions et des relations droit-comptabilité qui était René Sabatier, qui a écrit un ouvrage, Le droit comptable au service de l'homme. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de cette citation, mais en tout cas, cet ouvrage, il est assez intéressant en plusieurs points pour mentionner la complémentarité originelle entre droit et comptabilité. Et c'est intéressant de relire ces écrits à l'aune des défis contemporains et notamment de la question et de l'urgence écologique. Puisqu'on s'aperçoit que la comptabilité, c'est une question de représentation, mais la règle de droit est
pour ramener quelque chose qui fait que le droit, à mon sens, est plus intéressant que la perception intuitive que j'évoquais pour commencer, c'est que le droit va être là, il va exprimer des valeurs justement, il va représenter certaines choses. Qu'est-ce qu'on décide d'inscrire ou non dans les textes, dans les normes, comme ça a pu être évoqué tout à l'heure, et à différentes échelles. Et ça, c'est très important. Et pour les chercheurs en droit, c'est tout l'intérêt aussi de s'intéresser aux valeurs qui sous-tendent la règle juridique. Et quand on interroge la règle juridique de cette manière, on s'aperçoit que justement le droit, c'est pas quelque chose qui est posé et gravé dans le marbre. On va pouvoir le bousculer, le remettre en question. Alors comment le remettre en question? Alors parfois le droit peut être avant-gardiste par rapport à certaines évolutions attendues de la société. Par exemple en droit de la famille, c'est des choses qui ont pu se produire. Il arrive aussi que le droit soit un petit peu en retard et qu'il soit bousculé par les attentes de la société civile. Et c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle, enfin pour une partie, pas pour tout, mais je ne veux pas trop généraliser non plus, c'est difficile de parler du droit en général, mais il y a des attentes très fortes de la société civile à l'égard donc de l'entreprise, ce qu'on attend des acteurs économiques. Et puis, il y a aussi des attentes vis-à-vis des États avec la multiplication des actions pour inaction climatique, justement. Donc, c'est intéressant de voir ce lien qu'il y a aussi entre compta et droit dans la question des représentations et des valeurs qui sous-tendent ces représentations. Et alors, je terminerai, ce sera le dernier point pour ces relations droit-comptabilité, à dire qu'il est, à mon sens, extrêmement intéressant de questionner le système juridique au prisme du droit comptable pour 2 raisons majeures, en tout cas principales. Tout d'abord, c'est une échelle, une approche qui est pertinente. Pourquoi elle est pertinente? Parce qu'on s'aperçoit que le langage comptable, c'est finalement, il va irriguer tout le système juridique. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus pertinent. Il y a un positionnement stratégique de la question comptable au sein du système juridique. Alors si vous voulez vous amuser un petit peu, je vous invite à aller sur le site Légifrance pour parcourir les différents codes qui existent. Ils sont multiples dans les diverses branches du droit. Et on s'aperçoit que le langage comptable est commun à toutes les branches du droit. Et ça, c'est pas rien de le dire, parce que on est obligé, quand on est en droit, de se spécialiser plus ou moins sur certaines disciplines, parce qu'il y a un vocabulaire qui est particulier, qui va induire une logique de fonctionnement qui est particulière. Donc dire que le langage comptable est commun à toutes les branches du droit, c'est pas rien, parce que par le biais de la comptabilité, justement, on va pouvoir approcher toutes les branches du droit. Donc ça, c'est à mon sens ce qui fait que c'est intéressant d'appréhender la question écologique au sein du système juridique par l'approche comptable. Le deuxième élément, je pense que c'est aussi déterminant et crucial de l'interroger sous l'angle comptable, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, si je prends le seul exemple du droit de l'environnement, qui est quand même censé être la branche du droit par excellence pour ce qui est des questions de sauvegarde et de protection de l'environnement. On s'aperçoit que le droit de l'environnement, qui est historiquement d'ailleurs un droit des pollutions et des nuisances, c'est toujours important de le rappeler, est marqué par un recours de plus en plus grand aux instruments du marché. Et ça, il faut être en mesure de le décrypter. Alors par exemple, on entend beaucoup parler de l'internalisation des externalités. Mais attention, ça recouvre quoi? Donc c'est important aussi pour les juristes de se mettre un petit peu en retrait parfois de notre propre système juridique et d'aller interroger des concepts qu'en réalité on emprunte à l'économie. Qu'est-ce qu'il recouvre? Qu'est-ce que ça implique derrière? Et je trouve que la comptabilité, elle est intéressante pour ça, parce que ce n'est pas l'économie, justement, et parce qu'elle va permettre d'avoir ce regard et ce recul. En tout cas, moi, personnellement, c'est par l'approche comptable, en lisant vos travaux, que j'ai pu justement questionner notamment la branche du droit, qui est le droit de l'environnement, et se dire, voilà, l'approche, elle n'est pas tellement en soutenabilité forte, et voilà. Donc, je pense que c'est intéressant pour cette raison-là. Et puis finalement, ça permet de conforter aussi beaucoup de critiques qui sont faites par la doctrine juridique elle-même et qui sont confortées par des analyses comptables. Voilà, merci. Merci Jennifer. Donc pour revenir justement un peu sur ces questions de droit, derrière les questions de droit et lien avec la nature, il y a la question de qui va représenter notamment les droits de la nature finalement. Et puis, dès qu'on se pose cette question-là, il y a la question aussi de se demander si la nature est la propriété de tous ou de personne, et que nous avons donc collectivement tous une responsabilité envers elle pour un ensemble de raisons. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer, avant même d'organiser un diagnostic, un plan de gestion, de préservation, etc., à définir ce que sont ces communs? Alors peut-être c'est une question pour toi, Clément, si tu veux répondre à
cette première question. Et là, ouais, c'est mieux. Merci beaucoup pour cette question et merci pour l'organisation. Alors effectivement, quand on dit c'est commun, qu'est-ce que c'est un commun? Il y a plusieurs définitions, plusieurs tendances, mais grosso modo, 3 composantes: une chose à préserver, par exemple une entité naturelle, une communauté qui tombe d'accord pour la préserver, et puis des règles de responsabilité liées à l'utilisation et à la préservation de cette chose, donc des règles que se fixent les acteurs de cette communauté. Mais là, quand tu parles de propriété, en mentionnant que c'est propriété de tous ou propriété de personne, en fait, c'est vraiment un point de bifurcation, en fait. Parce que si on parle de propriété de tous, c'est quelque chose que je possède, certes avec tous, mais ça reste une possession. Et donc, on a l'idée derrière, un petit peu en sous-bassement, l'idée de bien avec une connotation économique. Alors, un bien qui est commun, mais quand même une chose qui est possédée par l'humanité. Si à côté, par contre, la nature n'est propriété de personne, elle n'est pas possédée, même pas par l'ensemble des humains. Et donc ce n'est pas un bien, c'est une composante du monde commun. Un monde dans lequel il faut vivre, et si possible, vivre bien, mais avec, cette fois-ci, pardon pour le jeu de mots, mais une connotation sociale de ce que c'est que le bien, et pas économique. Et donc dans ce deuxième cas, le référentiel pour allouer des responsabilités, ça ne peut pas être la propriété du foncier, public ou privé, qui morcelle le sol. Ou alors, ça ne peut pas être non plus la propriété de l'appareil productif qui est installé sur ce sol et qui impacte les écosystèmes. On ne va pas dire répartissez-vous des droits d'exploitation et des devoirs de préservation en adaptant ex nihilo des responsabilités qui s'imposent juridiquement déjà. Ou qui s'imposent à vous, donc à travers vos droits de propriété ou à travers vos secteurs d'activité. Si on décide de préserver la nature, et c'est un petit peu ce que disait Clément Feillard tout à l'heure, si on décide de la préserver en ce qu'elle est une composante du monde commun, le référentiel d'allocation de responsabilité ne peut pas être un référentiel administratif. Le référentiel doit être politique, intrinsèquement. L'ensemble des préoccupations autour de ce que sont les bons états du monde commun. Et par exemple, les comptabilités écosystèmes centrées, on est d'abord dans une logique de diagnostic des bons états des écosystèmes, puis de construction des bonnes coopérations pour la bonne réalisation des objectifs écologiques, et des coopérations qui impliquent des règles de bonne gouvernance des pratiques économiques. Et ces règles vont bien sûr tenir compte des droits de propriété qui s'accompagnent de responsabilités déjà établies et qui conditionnent la façon dont on va mettre en œuvre la préservation de la nature dans cette bonne gouvernance. Mais les règles de gouvernance qu'on va créer dans une comptabilité, par exemple écosystème centré, sur la base de cette comptabilité, se définissent d'abord en se détachant des responsabilités préétablies, en se détachant du droit de propriété, en se détachant des secteurs d'activité, pour aller dans une démarche en fait, de dialogue, de construction collective au sein de la communauté justement de préservation, construction d'un horizon de soins de la nature, d'un horizon de préservation. Et voilà. Donc, CARE non plus, en fait, ne se fonde pas sur des responsabilités préétablies. Dans la logique CARE, on parle de porteurs de préoccupations écologiques relatives à l'effet d'une organisation. Il y a ensuite une démarche de traduction de bons états des écosystèmes. Voilà, l'organisation entre ensuite en dialogue avec le tissu socio-économique local pour concevoir des actions de préservation qui soient proportionnées à son impact. Mais c'est vraiment la mise en œuvre des actions de préservation. C'est par cette mise en œuvre que se réalise, in fine, l'exercice de la responsabilité. Et donc, en fait, ce que j'aime bien, moi, dans CARE et dans Écosystème Centré, c'est que ces comptabilités proposent quelque chose de nouveau, en ce sens où il s'agit de compter pas seulement pour appliquer des règles, mais il s'agit avant tout de compter pour définir les règles. Et donc les définir hors des cloisonnements administratifs, hors des pensées en silo, et en ayant conscience que en mettant en place les nouvelles règles, vont apparaître d'autres préoccupations peut-être et d'autres façons de compter. Donc on est vraiment dans une comptabilité en mouvement. Ce qui veut dire que mobiliser CARE et écosystème centré, et éventuellement vouloir les articuler avec la prise en compte des coûts écologiques au niveau de la comptabilité nationale, c'est vraiment assumer de compter dans un monde en mouvement, avec plusieurs gestes pour
pour saisir les mouvements de ce monde. Et c'est important qu'on est dans une logique de transition écologique, on ne va pas compter de façon statique. Donc d'abord le geste qui consiste à se saisir du mouvement, du référentiel des préoccupations écologiques. C'est un mouvement, là ce référentiel évolue en fonction des dynamiques des écosystèmes, mais aussi des dynamiques des savoirs scientifiques. Et ensuite il y a un deuxième geste, par lequel la comptabilité se saisit des mouvements du monde, c'est le geste qui permet de saisir l'évolution de la représentation des organisations et de leurs relations réelles entre elles et à la nature, c'est-à-dire pas leurs relations telles qu'elles sont à travers les droits de propriété et les systèmes, les secteurs d'activité. Et enfin, ces organisations en fait ne se transforment, si on regarde la comptabilité comme transformative, ces organisations ne se transforment pas seules ou dans le cadre d'un secteur d'activité, et c'est vraiment pour ça qu'on parle justement d'un commun. Donc quand on parle de commun, il faut faire en sorte que les règles de gouvernance au sein de ce commun garantissent un processus de dialogue et d'ajustement entre le niveau des responsabilités des organisations et de leurs responsabilités qui s'appliquent à des activités singulières dans des secteurs d'activités singulières, etc. Et puis le niveau d'une communauté territoriale qui puisse garantir que la demande sociale locale en biens et services économiques, qui est une demande encore une fois évolutive, soit fondée, des biens et services économiques qui sont fondés sur l'exploitation de la nature, que cette demande sociale locale soit cohérente avec des objectifs partagés de préservation écologique, des objectifs qui sont aussi évolutifs, et que ces objectifs vraiment s'inscrivent dans les limites écologiques des écosystèmes, ces derniers étant aussi animés intrinsèquement et donc évolutifs. Autrement dit, pour répondre à la question initiale que tu posais, Aurélien, c'est plutôt le diagnostic écologique qui doit mener à définir le commun que l'inverse, parce que dans un commun, certes, chacune des organisations va penser dans un même mouvement sa transformation et l'exercice de sa responsabilité, mais la démarche commence tout de même par la responsabilité, puisque la responsabilité s'effectue au regard de la prise en compte justement des dynamiques du monde. Voilà. Et donc c'est vraiment en ça que la chaire comptabilité écologique propose quelque chose une sorte de changement de paradigme pour la gouvernance des communs, à mes yeux. C'est-à-dire, à travers le mode de représentation partagée qu'est la comptabilité, les travaux de la chaire permettent vraiment de déplacer le cœur de l'attention depuis les structures de responsabilité déjà établies vers un travail collectif de formalisation de nouvelles responsabilités qui sont définies spécifiquement autour des préoccupations écologiques. Et cette comptabilité comme représentation partagée permet aussi de concevoir l'exercice de ces nouvelles responsabilités dans une démarche collective et cohérente de transformation des modèles d'activité qui s'inscrivent, soit qui s'inscrivent dans les responsabilités établies ou alors en surcouche sans changer les choses, soit qui petit à petit vont vraiment faire bouger les lignes à la fois juridiques et économiques. Voilà. Merci beaucoup Clément. Alors, on va essayer de garder 20 minutes d'échange à la fin, donc je vais essayer d'aller vite dans les questions. Alors, Jennifer, je vais te redonner la parole, puisqu'on a reparlé un peu de comptabilité écosystème centré. On a parlé aussi un peu de la comptabilité nationale en parlant des coûts écologiques non payés, des coûts à consentir. Alors, finalement, à la fois au niveau de cette comptabilité écosystème centré et au niveau de la comptabilité nationale, est-ce que finalement, ces initiatives pourraient être accompagnées de certaines évolutions sur le plan réglementaire et quelles seraient ces évolutions possibles? Merci Aurélien. Alors, je vais repartir quand même des diagnostics qui ont été posés par Harold Levrel tout à l'heure sur effectivement les grands objectifs qu'on a pu avoir dans les dernières lois. Donc la plus récente, loi climat et résilience de 2021, avec le zéro artificialisation nette, et puis d'autres grands objectifs qu'on retrouve notamment au sein de l'article L110-1 du Code de l'environnement. L'absence nette de perte de biodiversité qui était mentionnée, des grands principes structurants et d'autres objectifs, la transition vers une économie circulaire, la lutte contre le changement climatique, etc. L'article est très long, donc je ne vais pas non plus
le retranscrire dans son intégralité, mais l'idée c'est que le droit se fixe effectivement de grands objectifs, et la question est de savoir est-ce qu'on a les moyens d'y parvenir, et on est obligé d'en passer effectivement par la question des coûts, et là encore c'était évoqué tout à l'heure, et je trouve que la comptabilité est justement cet instrument vraiment fascinant et intéressant, parce que quelle que soit l'échelle d'observation, ça permet de nous mettre face à nos propres réalités. Donc c'est bien beau effectivement d'affirmer, d'afficher de grands objectifs dans le droit, dans le code de l'environnement. Est-ce qu'on se donne les moyens à chacune des échelles d'y parvenir? Pas toujours visiblement. Donc ça c'est vraiment important. La comptabilité est fondamentale en ce sens. Et elle va permettre là encore de bousculer le droit et de se dire il y a peut-être des moments où il faut repenser pour se donner les moyens justement d'atteindre ces objectifs. Alors particulièrement pour ce qui est des comptabilités écosystèmes centrées, il y a beaucoup à faire. Et là, alors moi, c'est le début de mes recherches, mais j'ai conscience et je sens effectivement le potentiel assez incroyable qu'il y a et qu'on va pouvoir creuser. Alors notamment, je vais parler de quelque chose d'assez concret en réalité. Pour faire référence à un projet dans lequel je suis investie au sein des Alpes-Maritimes avec la métropole Nice-Côte d'Azur. C'est un projet qui bénéficie de fonds européens, Alpimed Climat. Et l'intérêt de ce projet, c'est de voir l'adaptation du territoire du moyen et haut pays, son adaptation au changement climatique. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on travaille à cheval entre l'Italie et les Alpes-Maritimes. Et d'ailleurs, ça ne recouvre pas toutes les communes des Alpes-Maritimes. Donc c'est intéressant parce qu'on est sur un territoire qui fait abstraction des frontières que l'on connaît habituellement, que ce soit celles du département, de la région ou de l'État, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des enjeux communs à cette échelle. Et à cette fin, donc, on a mis en place un outil qui est une charte d'engagement qui mobilise des acteurs. Alors le but, c'est qu'elle mobilise des acteurs à la fois privés et publics. Et pourquoi j'évoque cela? Parce qu'on prévoit alors des chartes d'engagement sur le territoire, donc il en existe, hein, c'est pas la première, mais on voudrait l'accompagner d'une instance de gouvernance pour justement voir ces engagements finalement, comment ils vont se pérenniser, comment ils vont être appliqués ou non par les acteurs, quels qu'ils soient, les acteurs du territoire, tous ceux qui veulent s'engager justement pour ces enjeux, et notamment les enjeux écologiques qui se posent sur le territoire. Et on prévoit la création d'une structure d'appui scientifique qui aurait notamment vocation à mettre en place une comptabilité écosystème centrée. Et je pense que ça va être très intéressant dans les années à venir pour voir tout ce qu'on va pouvoir se dire justement dans ces relations et ces problématiques juridiques qu'on va peut-être rencontrer à cette échelle. Voilà, donc c'est très passionnant et c'est enthousiasmant parce que cette fois-ci, alors moi en tant que juriste, donc c'est pas la règle qui est imposée d'en haut, c'est qu'on part des enjeux concrets du territoire et on utilise l'outil contractuel, hein, la charte d'engagement, la convention, pour s'adapter. Donc l'outil contractuel est très intéressant et cette manière d'approcher la question, je la trouve aussi passionnante. Merci Jennifer. Alors, une question maintenant pour toi, Sylvie. Tu as travaillé plus de 20 ans dans le monde des entreprises et notamment à la direction environnement d'un grand groupe. Tu fus la présidente d'un réseau d'organisations travaillant sur les questions de prise en compte des enjeux écologiques par et dans l'économie. Quel est ton regard sur ces questions ? Les entreprises sont-elles prêtes à s'engager dans des démarches de transition ambitieuses et profondes, telles que celles qui ont été présentées ? Merci pour cette vaste question. La question de la prise en compte alors de l'écologie, mot que je vais utiliser dans cette salle, mais dès qu'on sort d'ici, si vous parlez d'une entreprise d'écologie, ça va être un positionnement politique. Donc je vais plutôt parler de biodiversité, en l'occurrence, dans ces moments-là. Il y a une méconnaissance claire du sujet pour des tas de raisons. La toute première étant que ceux qui sont en charge de prendre des décisions dans les entreprises aujourd'hui ont suivi des cursus dans lesquels ils n'ont jamais entendu parler de ces sujets-là. Donc pour moi, il y a vraiment une urgence absolue à tous ceux d'entre vous qui sont profs de travailler pour que, où que vous soyez, dans tous les cursus de tous les étudiants, ce soit des sujets qui soient abordés et pas on va faire ça dans 5 ans, c'est vous le faites aujourd'hui.
C'est absolument indispensable. Il faut que ceux qui soient aux commandes dans les années à venir soient totalement formés sur ces sujets-là. Sinon, on n'y arrivera pas. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est que des entreprises, alors il n'y a pas une entreprise, donc il y a variété d'entreprises. Pour un certain nombre d'entreprises, il y a une méconnaissance de la chaîne totale de valeur. C'est-à-dire qu'ils vont connaître leurs fournisseurs de rang 1, rang 2, mais aller jusqu'au champ, très souvent, ils ne savent pas, ils ne le connaissent pas. Et là encore, c'est parce que c'est des visions de l'entreprise qui ne sont pas encore assez partagées. Il y a la question de la diversité des échelles. J'ai entendu un chef d'entreprise me dire qu'il faisait de la biodiversité parce qu'il ne mettait plus de pesticides sur ses espaces verts autour de son site. Certes, mais enfin, on n'est pas à la hauteur du sujet. Donc, la compréhension du sujet depuis l'espace vert jusqu'à je fais des fromages avec des vaches qui peuvent être locales, mais qui ont été nourries avec du soja qui a participé à la déforestation à l'autre bout de la planète. Ça, c'est des choses qui sont encore assez méconnues. Donc, la connaissance complète de la chaîne de la valeur, c'est aussi un sujet qu'il faut absolument faire avancer. La difficulté, voire l'absence d'outils partagés pour la mesure. Le changement climatique a la grande chance, entre guillemets, d'avoir la tonne de CO2. La biodiversité ne l'a pas. Un travail qui avait été fait par l'Instituto Life a recensé 100 méthodes de mesure de la biodiversité dans les entreprises, pour vous donner une idée. Donc là, il y a la CDC Biodiversité qui est en train de travailler à créer un outil qui pourrait être un outil partagé. Mais voilà, il y a aussi cette difficulté-là. Or, c'est vrai que dans les entreprises, on aime bien avoir une méthode, un chiffre, et puis on avance. On a parlé dans la méthode CARE, il y a un moment où il va falloir se mettre tous autour d'un écosystème, acteurs différents. Donc, c'est aussi avoir des modes de relation, des langages, etc., avec des acteurs avec lesquels on n'est pas habitué à parler, avec des problèmes quelquefois qui viennent simplement de questions de vocabulaire, de vision du sujet. Et donc là aussi, c'est arriver à trouver ces nouveaux positionnements, ça peut être quelquefois compliqué. Et enfin, il y a le positionnement même personnel, hein, parce que ça aussi, ça compte, de l'individu, homme ou femme, qui est à la tête de l'entreprise. Vous avez certains qui vont dire bah, il faut préserver parce que c'est un acte citoyen et c'est normal que je préserve la biodiversité et la planète, jusqu'à certains, à l'extrême inverse, qui vont dire bah, les abeilles, elles disparaissent, ben, c'est pas très grave, je vais mettre des drones pollinisateurs. Et donc, avec toutes ces options entre ces deux positionnements. Donc ça, c'est la difficulté du sujet. Et parallèlement à ça, les entreprises... Pardon ? Ah oui, oui, en plus, c'est question du moustique. Hein. Bon, j'ai entendu ça. Et parallèlement à ça, il y a de plus en plus d'obligations de rendre des comptes sur le sujet. Alors d'abord, il y a les analystes extra-financiers. C'est donc toute cette organisation qui vont venir poser des questions aux entreprises sur leurs pratiques, leurs chiffres, etc. Sujet qu'on n'a pas encore abordé et qu'on aborde très souvent avec Alex, c'est que ces organismes extra-financiers sont maintenant tous quasiment rachetés par des anglo-saxons. Avec... Ah oui, j'ai touché le bas du micro, pardon. Avec des visions des sujets dont on est en train de parler qui vont être différentes. Et ça, c'est vraiment aussi un sujet absolument à garder en tête. On est, nous, plutôt sur le long terme, ils sont plutôt sur le court terme. On est plutôt sur la préservation du capital, en l'occurrence, notre capital nature, alors qu'ils sont plutôt dans le flux. Et ils sont plutôt dans la gouvernance et dans les objectifs que vous donnez à 2030, 2040, 2050. Vous entendez plein d'entreprises vous dire en 2030 je, en 2040 je, en 2050 je. Et plutôt que quels sont les progrès que j'ai faits, chiffrés, et qu'est-ce que je vais faire, mais de manière réaliste. Une entreprise qui vous dit en 2030 je, vous comprenez bien qu'en 2030, on ne sait pas où on est.
Vous avez parlé de la CSRD, hein, donc je rappelle Corporate Sustainability Reporting Directive, qui en 2024 va obliger l'ensemble des entreprises à donner des chiffres sur ce dont on est en train de parler sur la durabilité. Il y a le règlement taxonomie européenne, là aussi, qui dit les activités que vous avez, qui sont des activités liées en lien avec le développement des activités durables, on va dire, versus vous n'avez pas des activités durables. Et là, on va s'attaquer évidemment à l'activité, mais quel pourcentage de votre chiffre d'affaires, quel pourcentage de vos CAPEX, quel pourcentage de vos OPEX. Donc ça, c'est très bien parce que du coup, on amène les financiers dans le bateau. Et enfin, on va retrouver la question du US versus Europe, des acteurs officiels, hein, qui vont s'emparer du sujet, donc l'ISSB, l'International Sustainability Standard Board, qui est en train aussi d'élaborer des normes, les FRAG, donc European Financial Reporting Advisory Group, qui est là avec une vision qu'on va espérer européenne, hein, voilà, et puis des acteurs qui se font des coalitions, totalement, alors cette fois non officielles, mais qui font aussi pression. Je pense en particulier à la Value Balancing Alliance, dans laquelle vous avez les 4 grands, qui sont Ernst & Young, Price, etc., et des grandes multinationales qui, là aussi, veulent apporter leur vision du sujet. Donc voilà à quoi sont confrontées les entreprises, et du coup, la difficulté d'avancer alors même qu'elles sont obligées, puisqu'elles vont devoir en rendre compte. Et donc, en résumé, quelles seraient tes préconisations pour aller encore plus vite et encore plus loin? Alors, vraiment, faire passer dans la tête de tout le monde cette vision du vrai développement durable et pas le gloubi-goulba dont on entend parler aujourd'hui, c'est-à-dire retourner à la définition du développement durable, se rappeler qu'il y a, et on commence par répondre aux besoins des plus démunis, et se rappeler que l'écologie, enfin l'environnement mettra des limites au développement. On ne peut pas avoir des développements techniques et sociaux infinis puisque la planète est limitée. Donc ça, c'est vraiment faire partager cette vision de durabilité forte, travailler avec la science, travailler avec l'académie. J'adore les ONG, il y a des gens qui sont absolument passionnés, mais aller directement à la science, hein. Il faut aller vite, il faut éviter de faire des bêtises. Vraiment travailler ensemble. De plus en plus, il y a des vraies coalitions, que ce soit d'entreprises, d'associations, etc. Donc vraiment, c'est travailler ensemble. Alors là, c'est mon rêve depuis le début de la création de cette chaire, mais je pense que j'espère le voir. C'est un jour avoir un bilan environnemental aussi simple à comprendre qu'un bilan financier. Vous donnez un bilan financier à n'importe quel financier dans la planète, il comprend tout de suite où en est la société, en arrivant à la même chose, voilà. Et je le redis, et pour moi c'est l'essentiel, imposer ces sujets-là dans tous les cursus. Pour moi c'est la base, et s'il n'y a pas ça, on n'arriverait pas. Merci beaucoup Sylvie. Alors, avant de passer enfin au temps d'échange, je vais vous demander d'être extrêmement concis, donc 1 minute et demie max chacun si c'est possible, Jennifer et Clément. Alors, Jennifer, pour finir maintenant sur le niveau plus des entreprises, comment un modèle tel que CARE, donc qui a été rapidement présenté par Alexandre, peut alimenter les réflexions sur le droit et inversement? Alors, je vais essayer d'être très rapide. Alors effectivement, le droit des sociétés ces dernières années a été émaillé de grandes réformes, de grandes lois, la loi Pacte, la loi sur le devoir de vigilance, qui interroge la finalité de l'entreprise. Alors je le dis très rapidement, mais le législateur, il est souvent coincé, je trouve, un peu, parce que son levier d'action, c'est toujours le droit des sociétés pour agir sur l'entreprise. Il n'en connaît pas d'autres. Et justement, la comptabilité permettrait de toucher un champ beaucoup plus vaste. Donc c'est toujours intéressant de le rappeler. Et pour en revenir justement à ces grandes évolutions qui ont émaillé le droit des sociétés ces dernières années. Ça, c'est la première couche, la prise de conscience. Mais on ne fait pas tout le travail si on s'arrête là. Il faut poursuivre en donnant une assise concrète à toutes ces évolutions. Donc, par exemple, je citerai uniquement l'article 1835 du Code civil,
concernant l'intégration d'une raison d'être. Alors les statuts peuvent préciser dorénavant une raison d'être constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Et c'était la question posée un petit peu tout à l'heure, justement, en a-t-elle véritablement les moyens? Et c'est par une analyse comptable qu'on peut le vérifier. Et c'est en reposant sur un modèle comme CARE, justement, qu'on pourrait permettre de donner une consistance à toutes ces grandes évolutions qui ont dernièrement émaillé le droit des sociétés. Et ça, c'est important de le dire, parce que tant qu'on n'ira pas jusqu'à cette étape comptable, on ne changera pas, et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, Alexandre, le modèle d'affaires, donc l'ADN de l'entreprise. Donc ça, vraiment, c'est important que ce soit compris de tous, et notamment des juristes de droit économique. Il faut vraiment qu'on s'empare de cette question comptable. Et inversement, il y a un potentiel de transformation et d'évolution du droit des sociétés lui-même, par exemple, mais en réalité, les questions comptables, pour moi, elles ont une résonance avec toutes les branches du droit. Mais pour rester uniquement à l'échelle de CARE et du droit des sociétés, mais je pourrais parler d'autres branches du droit, s'appuyer sur un modèle comme CARE, c'est peut-être repenser la question des apports, repenser la question de l'intérêt social. Là encore, en écho avec la dernière grande avancée au sein du Code civil, on a créé l'alinéa 2 à l'article 1833, l'intérêt social de l'entreprise qui prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il faut lui donner une assise concrète. Donc voilà, je pourrais peut-être, je m'en arrête là, je ne veux pas prendre plus de temps. Mais merci beaucoup Jennifer d'avoir été concise et puis en même temps une intervention très riche. Merci beaucoup. Alors donc toute dernière question avant d'échanger. Donc comme on l'a vu, on a besoin de la recherche, on a besoin du droit, on a besoin d'un ensemble d'acteurs, mais on a besoin aussi de créer des collectifs, des réseaux d'acteurs qui travaillent les uns avec les autres, d'augmenter le nombre d'experts sur ces sujets aussi, pour pouvoir accompagner les entreprises, les collectivités dans leur transition et dans la gestion de ces différentes problématiques. Alors, est-ce que c'est en partie aussi la vocation justement du CERCES, de l'association du CERCES? Clément, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Complètement, c'est même sa raison d'être. L'idée, c'est de faire, comme le disait Sylvie, le lien entre la recherche et la pratique, alors de CARE, mais aussi en lien avec la comptabilité écosystème centré. Donc, des comptabilités pour faire des représentations partagées, déplacer les attentions vers les préoccupations écologiques. Le premier axe pour ça, pour nous, c'est vraiment les expérimentations. On organise 4 types d'expérimentations, depuis des sensibilisations jusqu'à des pré-études avec des stagiaires qui viennent en organisation. Ensuite, il y a des missions de réalisation de la comptabilité CARE faites par des professionnels qui sont déjà agréés pour ça. Et puis, il y a le lien aussi avec les programmes de recherche de la chaire comptabilité écologique. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que toutes ces expérimentations sont liées à des préoccupations écologiques communes, mais finalement, un expérimentateur est toujours dans un secteur d'activité donné qui est bien singulier, avec des problématiques pratiques singulières. Et c'est ça qu'il faut faire évoluer. L'exemple que je prends toujours, c'est on ne transforme pas un sol, on ne préserve pas un sol de la même manière qu'on est agriculteur ou urbaniste qui excave pour faire un parking. Et donc, voilà. Le deuxième axe, c'est, je parlais tout à l'heure de faire bouger les lignes, c'est ce qu'on disait. Il y a vraiment cette question, on essaie de faire ça par des séminaires, par des commissions techniques, normalisation extra-financière, bientôt une commission sur le positionnement des collectivités, l'enseignement supérieur, où on est en lien, justement, on essaie de plus en plus d'être en lien avec les programmes d'enseignement supérieur, et puis justement d'avoir des stagiaires qui viennent en préétude de CARE, et puis aussi de développer du plaidoyer, c'est-à-dire des discours pour parler à chacun. Et puis un peu plus loin, pourquoi pas du lobbying, même si le mot est galvaudé, mais en tout cas de l'action, de la prise de position dans la société, juridique, prise de position économique aussi, prise de position politique, pour se dire que toutes ces questions, services écosystémiques, marché volontaire, fiscalité, finance à impact, redistribution, etc., que tout ça finalement, qu'on le lit à travers la grille de lecture de CARE, écosystème centré, comptabilité nationale avec coût écologique, enfin, bref, en faisant tous ces liens-là, on peut vraiment transformer les choses. Et le troisième point, justement, c'est vraiment la transformation des modèles d'activité sur la base de ces nouveaux concepts, c'est-à-dire qu'on va essayer de former des acteurs qui sont capables de mettre en œuvre CARE. Donc,
ça veut dire former des praticiens, mais ça veut dire pas les former, justement, je parlais de monde en mouvement, pas les former de façon statique, les former par rapport à l'évolution justement du monde, l'évolution de la façon dont le monde est capable de recevoir CARE et dont on peut transformer le monde par CARE. Et donc l'idée là, c'est vraiment de fonctionner dans une logique justement de commun, c'est-à-dire que ces formations, alors il y a les formations introductives que développe Alexandre Rambaud, mais il y a aussi des formations certifiantes où il y a plusieurs groupes, plusieurs modules, et dans ce cas-là, des acteurs qui, d'un côté des praticiens, de l'autre côté des chercheurs qui discutent. Et on a vraiment un dialogue science-société au fondement justement des formations. Et justement, en fait, le CERCES peut être vu comme une sorte justement d'organisation en commun des connaissances pour la mise en œuvre pratique de CARE, depuis les expérimentations jusqu'au champ d'application, avec justement le faire bouger les lignes, et ensuite prendre tout ça pour développer des bonnes pratiques et en lien avec les connaissances scientifiques. Voilà. Simplement pour préciser, parce que je ne sais pas si ça a été dit, le CERCES, c'est le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui est donc une association. Oui, tout à fait. Merci, merci à tous nos intervenants. Nous allons prendre... Nous allons prendre quelques questions dans la salle, donc n'hésitez pas à lever la main, je vais me déplacer. Alors j'ai vu une première main levée là-bas. Ah bah super. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. C'est effectivement très stimulant. Du coup, ma question, c'est celle des interrelations possibles et nécessaires entre la comptabilité et la démocratie. Le principe démocratique, au cœur du travail d'Ostrom d'ailleurs, c'est l'ensemble des processus qui permettent un espace de délibération. Donc ça se passe au niveau politique, mais ça se passe aussi au niveau des entreprises. Alors est-ce que justement cette démocratisation n'est pas une condition pour introduire la question écologique dans la comptabilité à tous les niveaux? J'ai l'impression qu'à tous les niveaux d'ailleurs elle est extrêmement présente, hein, cette question démocratique. Donc je vais juste préciser, décliner ma question aux 3 niveaux. Donc au niveau de l'entreprise, la présence donc, des représentants des 3 capitaux au sein du conseil d'administration, c'est une proposition justement de gouvernance démocratique quid de s'appuyer justement sur certains statuts existants type SKIC qui permet aussi de prendre les usagers ou les consommateurs, les scopes ou encore la codétermination. Et sur l'approfondissement justement des lois sur le devoir de vigilance, loi Pacte, qui en l'état ne permet pas une transformation de gouvernance des entreprises. Est-ce qu'il y a une interrelation possible avec la notation extra-financière, sachant qu'il y a un gros problème, c'est le G de l'ESG, c'est-à-dire que les critères de gouvernance sont aujourd'hui propres plutôt à la logique de la shareholder value, de faire en sorte qu'on minimise les risques pour l'investisseur. Donc la gouvernance n'est pas du tout démocratique dans ces critères de ESG, donc c'est vraiment problématique. Maintenant, au niveau de la gouvernance démocratique des systèmes de comptabilité écosystème centrés, vous avez évoqué la création d'institutions publiques. Alors, est-ce qu'il y aurait une représentation des ONG, des syndicats, des collectivités territoriales dans ces institutions publiques? Comment justement, quelle serait cette gouvernance démocratique des écosystèmes centrés? Et enfin, ma dernière déclinaison, c'est au niveau de la comptabilité nationale. Est-ce qu'il y a besoin d'approfondir la démocratie participative, un peu sur l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat? Est-ce qu'il y a besoin d'instances démocratiques supranationales, notamment au niveau européen? On pourrait aussi penser à la création d'institutions publiques, un petit peu sur le modèle de ce qui est proposé sur les écosystèmes centrés. Voilà, j'ai fini. J'arrête. Merci beaucoup. Harold. La question de la citoyenneté, c'est important au niveau de comptabilité nationale. En fait, c'est évidemment essentiel de repenser les choses, puisque actuellement, c'est une approche très technocratique, INSEE, où en plus les compétences ne sont pas présentes en termes environnementaux. Donc, et c'est d'autant plus important si on reprend l'exemple des 100 milliards dont j'ai parlé tout à l'heure, pas des 100 milliards, j'ai n'importe quoi, des 39 milliards dont j'ai parlé tout à l'heure. Si on les affecte, en fait, l'affectation de ces 39 milliards, elle est très politique. Est-ce qu'on les affecte du point de vue de la comptabilité nationale? Est-ce que c'est les ménages qui sont les demandeurs des logements qui doivent payer en fait cette dette écologique? Est-ce que c'est le secteur de la construction qui doit payer parce que c'est eux qui finalement
gagne de l'argent avec ça, ou est-ce que c'est l'État pour socialiser les dettes écologiques, comme le fait toujours l'État, c'est-à-dire que toutes les dettes écologiques sont socialisées, donc en fait on les met dans le compte des administrations. Donc ça, c'est vraiment comment les choses fonctionnent. Mais j'ajouterais quelque chose, c'est qu'en fait, si on rajoute un compte qui est la nature, en tant que telle, eh ben, en fait, dans le processus démocratique que vous évoquez, il va falloir la faire exister, cette nature. Et là aussi, sur la comptabilité nationale, ça a des conséquences très importantes parce que si les 39 milliards, là, on les affecte, alors là, je vais parler vraiment en comptabilité, en compte de production, eh ben, ça veut dire qu'en fait, la nature, on la considère comme un acteur économique finalement qui fournit des biens et des services en consommation intermédiaire pour lesquels, en fait, on doit payer. Mais si on la met dans les comptes d'exploitation, là, ça veut dire qu'on la considère comme un acteur rémunéré au même titre que les salariés, au même titre d'ailleurs que l'État, puisque c'est là aussi où il y a l'impôt qui apparaît. Et c'est peut-être là que c'est intéressant, je dirais, sur le compte d'exploitation, on peut avoir effectivement comment en fait la richesse qui est créée dans un État à partir de la valeur ajoutée, de la somme des valeurs ajoutées, PIB, en fait c'est ventilé entre la rémunération du travail, la rémunération de l'État, la rémunération du capital avec l'excédent brut d'exploitation, et on pourrait y ajouter la rémunération de la nature. Et ça, je pense que ça pourrait avoir une fonction sociale très importante, c'est facile de communiquer là-dessus, et ça voudrait vraiment, enfin c'est là que la comptabilité pourrait nécessiter une réorganisation de la démocratie sur ce sujet spécifique de l'écologie, parce qu'il faudrait vraiment faire exister la nature dans le processus. Donc, je n'ai pas une réponse simple, mais c'est certain qu'il va falloir innover là-dessus. Ouais. Je peux juste continuer sur les entreprises. Alors, aussi, tout début de réponse, évidemment, à une question très large et très importante. Sur la question, justement, de l'introduction et la nécessité d'avoir des problématiques de codétermination au niveau de l'entreprise en lien avec CARE. Alors déjà, on a eu l'occasion de pas mal en discuter, en travailler là-dessus dans le dernier programme de recherche du Collège des Bernardins, qui était à la fois sur les questions de raison d'être et sur les questions de codétermination, ce qui a permis d'ailleurs de mettre en évidence que justement, dans les enjeux de codétermination, il y avait une nécessité de poser la question comptable, ce qui d'ailleurs au passage n'avait pas été complètement identifié dans le programme, et ça a donné lieu à des échanges assez passionnants. Et ce qui a favorisé d'ailleurs le fait que, je fais un peu de publicité, le programme de recherche actuel au Collège des Bernardins porte sur la comptabilité et qu'on co-dirige avec Clément, le colloque final étant le 2 décembre. Voilà, ça je fais encore plus de publicité, 2 et 3 décembre matin. Et la première chose que je peux dire de façon plus détaillée là-dessus, c'est que CARE est un élément très intéressant d'une sorte d'épreuve de vérité en termes de réalité de la conception de la gouvernance dans une entreprise. Alors l'énorme problème, c'est que tout ce qu'on récolte est en off total et on ne peut pas écrire, enfin c'est très difficile d'écrire là-dessus. Donc je vais juste donner 2 exemples rapides, évidemment sans donner aucune possibilité de savoir, enfin en toute confidentialité. On a eu le cas d'un grand groupe où on commençait à monter en fait un projet sur CARE avec, y compris au niveau direction financière, vraiment un certain enthousiasme pour y aller. Et au moment où vraiment là, le top management est arrivé, en fait, il y a une personne notamment, pas le CEO, mais presque, qui est arrivé, qui a dit partager la gouvernance, enfin, CARE, c'est partager la gouvernance, c'est hors de question, jamais, moi vivante. Et ça a été terminé. Donc voilà, ça a été très clair. Et ça a permis de voir, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment... bon, et il se trouve que cette entreprise communique sur ses engagements très forts en termes de mission. Voilà. On a eu un autre cas où, en direct devant nous, sur la question du partage de la gouvernance liée véritablement à CARE, on avait le board qui était devant nous. Le board s'est scindé en 2 et ça a terminé par une quasiment dispute en direct entre une partie du board qui était favorable à une certaine orientation démocratique imposée par CARE et l'autre qui en fait était très enthousiaste par CARE, et quand on a commencé à dérouler en fait tout ce que ça impliquait, et que, encore une fois, l'entreprise communiquait énormément sur une certaine vision en fait, du partage de la valeur, du partage de la gouvernance. Quand on est allé sur l'épreuve de vérité, justement, ça a divisé en 2 le board, mais vraiment radicalement. Donc, ce qui est très intéressant, voilà, c'est cette épreuve de vérité.
et que ça permet de mesurer les limites aussi, alors déjà de la communication, mais les limites aussi, et plutôt d'interroger, c'est pour ça que je parle vraiment de l'interrogation, en interne de façon précise ce que ça veut dire d'être dans un certain type de gouvernance et d'aller dans un certain type de gouvernance. Parce que, et je terminerai là-dessus, en fait, parce qu'on travaille aussi avec des formes d'entreprises qui sont plus coopératives, en termes de scope, en termes d'autres. Même dans ces expérimentations-là, en fait, ce n'est pas totalement toujours aussi clair. C'est-à-dire qu'il y a la différence entre poser un statut et réellement, dans la vie de tous les jours, travailler d'une certaine façon en termes de codétermination. Et ça, CARE, en fait, oblige à se positionner réellement là-dessus. Donc déjà, simplement en termes de, je dirais presque d'analyse institutionnelle, c'est-à-dire voilà, faire exister le truc qu'on ne veut pas voir, c'est déjà intéressant. Et de toute façon, ça ouvre la porte à une réflexion beaucoup plus riche derrière, en termes d'obligation, d'évolution de la démocratie interne aux entreprises. Oui. Et merci pour votre question très intéressante à tiroir. Donc je vais essayer d'être bref aussi, mais c'est une question très importante. En fait, on peut se poser la question dans les deux sens. La première question, c'est dans quelle mesure est-ce que la définition de nouvelle comptabilité est un enjeu démocratique ? Et ça, il y a des travaux là-dessus, notamment les travaux de Brown et Dillard sur les questions de comptabilité dialogique et de l'ouverture de la définition même des normes comptables et des comptabilités comme enjeu démocratique. Parce que sinon, effectivement, en fait, on est dans des fonctionnements organisationnels routinisés dont on ne questionne plus en fait, les sous-jacents politiques et de valeurs. Et donc, c'est un dessaisissement d'une certaine manière d'une partie de la question démocratique. Donc, il y a cette question aussi, et je pense que c'est un des projets qu'on partage dans la chaire, aux 3 niveaux, c'est de rouvrir la question de la comptabilité comme enjeu démocratique, déjà. Et ensuite, il y a la question de comment la proposition de nouvelles formes de comptabilité aux 3 échelles dont on parle, peut-être, et Harold et Alexandre l'ont dit, peut-être une manière de recréer du débat démocratique à ces différentes échelles sur les questions écologiques. Ça, c'est plus ce qu'on est en mesure de porter. Alors, sur la question de la comptabilité écosystème centré, effectivement, donc, avec l'exemple qu'a donné Jennifer sur les chartes d'engagement, par exemple, mais on pourrait prendre aussi des lieux déjà institués de discussion d'enjeux écologiques, en fait. Par exemple, les commissions locales de l'eau, qui ont une certaine autorité institutionnelle dans le cadre de l'organisation de la politique de l'eau en France, et qui pourraient être des lieux justement intéressants d'expérimentation, et on le fait dans le cadre d'un projet aussi avec la région Occitanie, où on travaille beaucoup avec les acteurs de la préservation des milieux aquatiques, mais ça pourrait justement être une manière justement d'expérimenter la comptabilité écosystème centré comme dispositif de discussion démocratique des enjeux. Ça, c'est une possibilité. Mais la réalité de la gestion de l'environnement et des questions de gestion stratégique de l'environnement, c'est qu'en fait, dans la plupart des cas, il n'y a pas de lieu institué de discussion des enjeux. Et que du coup, là, la question, c'est bien de se dire, est-ce que la comptabilité, alors je sais que c'est un pari un peu osé, mais est-ce que la comptabilité, on ne pourrait pas justement assumer sa dimension politique jusqu'au bout et se dire que c'est justement la comptabilité écosystème centré qui peut devenir le lieu de la discussion et de l'invention de nouvelles formes de gouvernance polycentrique autour des enjeux écologiques. Voilà, sachant toute la difficulté qu'il y a à le faire, parce qu'effectivement, donc, de rouvrir comme ça des espaces interstitiels de discussion par des nouvelles formes de comptabilité qui sont en plus encore en balbutiement et en expérimentation, voilà, c'est un pari, mais c'est vrai que c'est une forme d'horizon. Et je finirai juste par un exemple un peu sur le même modèle, pas exactement, mais que ce qu'a dit Alexandre, mais sur des questions de gestion de problèmes d'environnement. Dans une des expérimentations qu'on a fait sur la protection d'une nappe phréatique, où on a construit une comptabilité écosystème centrée, voilà, avec tout un système, voilà, de dynamique d'acteurs, avec des pollutions diffuses par l'agriculture, différents types d'agriculture, avec des acteurs de l'eau qui en fait cherchent à prévenir ces pollutions diffuses et à réorganiser et à appuyer aussi de la conversion à d'autres modèles agricoles. Donc des choses assez classiques sur les face-à-face aussi, acteurs de l'eau, acteurs agricoles en France autour des questions d'environnement. Mais au départ, quand les acteurs de l'eau ont sollicité ou qu'on a construit cette étude, cette petite étude, l'idée c'était de dire ah bah oui, on va faire quelque chose qui va permettre une discussion collective, de la concertation, et donc ça va nous aider à avancer. Puis on a avancé,
plus on a mis sur la table la question de la qualité de la nappe comme point de départ et de redescription du système organisationnel pour y parvenir, plus évidemment la question de la négociation en direct sur la base de cette comptabilité et des mises en transparence qu'elle permettait s'avérait périlleuse, disons, pour les acteurs qui défendaient la question du résultat écologique. Donc, on en est revenu à quelque chose déjà dans un premier temps de comment est-ce que ça peut servir d'outillage de réflexion stratégique et d'engagement d'une négociation, mais voilà, sans que ça serve tout de suite directement d'outils de mise en temps. Donc, on est face à ces tensions-là quand on est dans des situations pragmatiques. C'est ce qu'Alexandre a souligné aussi. Mais donc, merci pour votre question. Merci beaucoup. Alors, je suis vraiment désolé, il est 11h04, donc on ne pourra pas poursuivre les discussions, mais n'hésitez pas à échanger avec nos intervenants suite à la sortie de cette plénière. Et donc merci à toutes et tous d'avoir participé à cette plénière et merci à nos intervenants encore une fois.